Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'équipe Mercato, le bilan. Comme tous les soirs de la semaine, on se retrouve à la même heure pour tirer un premier bilan à mi-saison de notre championnat. Puis il faut faire aussi un petit point Mercato. Certes, le Mercato n'a pas encore commencé, ce sera le 1er janvier, mais il y a peut-être déjà quelques ajustements à faire pour certains clubs et c'est l'occasion d'en parler ici. D'ailleurs, ils ont très envie d'en parler ici avec nous ce soir. Merci à tous les cas d'être avec nous. Bertrand Latour, comment ça va? Bonsoir France, tout va bien, merci. J'espère que vous êtes en forme pour cette émission. Je compte sur vous. Oui. Tout comme Deva Padou qui était déjà là avec nous hier. Et et puis on va monter sur la lancée, hein, on s'arrête pas. Pierre Maturana, comment va l'épi? Eh ben ça va plutôt pas mal. Je trouve qu'on s'est aplati. Hein. Bah je fais ce que je peux, j'essaye de... Peut-être qu'il tombe aussi un peu. Non, on va voir, au fur et à mesure de l'émission, on fera toujours un point cheveux pour Pierre Maturana, c'est important. Gilles Favard a changé de chemise par rapport à hier. Je la trouve bien mieux, Gilles. Et vous, coiffé avec un pétard? Oui, bah écoutez, on essaie. Est-ce que si on tire, il y a un parachute qui... Oui, c'est mon petit sac à dos. On avait dit qu'on branchait pas les fringues, il n'y a que moi qui le droit. Allez, vous voulez peut-être connaître le programme, c'est un petit peu plus intéressant. Le programme de la soirée, on y va. Un club qui va peut-être faire parler de lui cet hiver, c'est Paris. Alors, non pas avec Neymar pour une fois, mais avec Edinson Cavani, condamné à un rôle de doublure. Est-il temps de partir pour l'Uruguayen? Autre grosse cylindrée qu'on attendait au tournant cette saison, c'est le Real Madrid qui a connu des débuts difficiles en championnat, mais qui joue les premiers rôles. La Ligue des Champions, c'est pas incroyable, mais ils sont quand même là. Bref, Zidane a-t-il fait le plus dur? On passera d'un coach à l'autre, tiens, avec Rudy Garcia arrivé au secours de Lyon en cours de saison. L'OL qui s'est qualifié de justesse pour la Ligue des Champions. Les problèmes sont-ils réglés pour l'Olympique lyonnais? Et puis enfin, puisqu'on est à une semaine de l'ouverture du mercato hivernal, vous me direz quel est le feuilleton que vous attendez le plus cet hiver? Giroud, Pogba, peut-être Marseille ou Lyon, justement. À vous de choisir, à vous de jouer également, puisqu'on va jouer dans cette émission. Je sais que vous adorez ça. Et puis on va s'amuser avec la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Attention, nouveauté, la rivière. Elle s'affiche ou pas? Ouais, le pouvoir que j'ai dans cette émission. Vous allez pouvoir suivre tous les thèmes, on copie, hein, l'équipe d'Estelle, l'équipe du soir. On s'est dit que c'était deux petites émissions qui marchaient plutôt pas mal. Donc on va suivre le principe. Voilà, si vous voulez suivre à quel moment on en est de l'émission, vous avez votre sommaire, votre rivière. On peut commencer? Absolument. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Alors notre premier thème, Edinson Cavani au PSG. Vous en avez beaucoup parlé de Cavani depuis le début de saison dans nos différentes émissions. Le buteur idolâtré par le public mais bouché par la concurrence, que ce soit dans l'équipe d'Estelle ou dans l'équipe du soir. Petit florilège des pros et des anti-Cavani. Vous allez écouter Thierry Marchand, Deva Padou, il est partout celui-là, Damien Degore ou encore Yohan Ryu. Et ensuite, je vous poserai la question fatidique. On se souvient de ce qui se disait. On est arrivé au bout de quelque chose, on est arrivé au bout d'une histoire avec Edinson Cavani. Et effectivement, là où je crois d'autant plus, bon, il a bien donné, il a 33 ans, mais en plus, il y a Icardi aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui, pour moi, fait pencher la balance. Je ne sais pas si Icardi, en tout cas, arrivera à faire son trou, mais j'ai peur que pour Edinson Cavani, ce soit un peu le début de la fin. Et je trouve que l'histoire, elle est en train de finir de façon... Elle n'est pas à la hauteur, finalement, de ce qu'il a apporté. Quand je dis c'est la fin, c'est pas tellement contre Cavani, d'ailleurs, c'est même pour lui. Il faut qu'il sorte par le haut de tout ça. Si c'est pour le retrouver en train de moisir sur le banc, etc., de faire la tête, c'est encore un champion, on a vu, c'est quelqu'un quand il joue qui peut apporter, qu'il aille à la Juve, et ça sera très bien. Ça voudra dire qu'il a encore le niveau. Mais je sens que l'histoire, parfois l'histoire, elle peut s'écrire sans vous. Et aujourd'hui, il me semble quand même que l'histoire du PSG, elle doit s'écrire sans lui. Et tous les indicateurs, ils montrent ça. Quand bien même Tourelle n'aime pas trop Edinson Cavani, il y a d'autres personnes au PSG, des personnes qui comptent un peu plus que l'entraîneur, qui auront le dernier mot, notamment Nasser El-Khelaifi et Leonardo. Enfin, Leonardo dans l'ordre. Et je pense que l'histoire n'est pas complètement terminée, parce que Cavani a une telle cote au PSG, Cavani a coûté quand même assez cher, et le laisser partir comme ça, sans 0 € d'indemnité, serait assez mal perçu par tout le monde à Paris. Cavani a une telle aura, il n'hésite pas à faire le travail, le sale boulot, le travail défensif, à faire de grandes courses, même on l'a encore vu contre Marseille, à un moment il était en position d'arrière gauche, et surtout c'est un finisseur, il plante des buts, il y a encore 4 mois il plantait des buts, même là il a joué cette année, il a marqué, et surtout c'est l'ADN du club, tu ne peux pas te passer d'un mec comme ça, c'est le sang, c'est sacré. S'il y a meilleur, Yohan. Non mais là c'est le début de la saison, donc c'est sûr qu'il y a un match magnifique avec Icardi, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain, tant mieux pour les deux, il faut de la concurrence, une saine concurrence, les deux s'apprécient. En plus c'est pas la même manière de jouer, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même manière de marquer, de se positionner, mais Cavani, tu peux pas tirer d'un trait comme ça. Ah, ça fait parler Cavani, hein. On va voir si vous êtes aussi éloquent sur ce plateau. Alors maintenant qu'on est arrivé à mi-saison, vous devez avoir peut-être une opinion un petit peu plus tranchée. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Voici la question. Cavani doit-il absolument partir dès cet hiver? J'ai rajouté un petit absolument, on n'est pas obligé de lui mettre. Mais est-ce qu'il doit partir dès cet hiver, Bertrand? Non. Dave? C'est la fin de l'histoire, mais pas cet hiver. Ah, donc non, pas cet hiver non plus. C'est mitigé pour le non, d'accord? Non. Non plus? À moins que.
Dites-moi oui, Gilles. Je vous dirais pas oui parce que je pense que non. Ah, mais il n'y a personne qui pense que oui. Bah, c'est très bien. On va avoir un beau débat. Bertrand, c'est vous qui prenez la main. Non, je pense pas qu'il doive partir cet hiver. À mon avis, la situation sportive, évidemment, elle est compliquée pour lui, mais moi, je pense que quand un joueur est à 6 mois de la fin de son contrat, il faut partir libre. Alors, effectivement, ce sera peut-être une deuxième partie de saison qui servira à rien, comme ça se passe depuis le début de la saison, mais on ne peut pas cracher sur autant d'argent, même s'il en a déjà gagné beaucoup. C'est des considérations un peu basses, je suis désolé, c'est des millionnaires, mais voilà. Et en signant au mois de juin libre, il va pouvoir gagner tellement d'argent et peut-être même trouver un club qui sera supérieur à celui qu'il pourra trouver cet hiver parce qu'il y aura plus de perspectives. Et n'insultons pas l'avenir. Icardi, il peut aussi se blesser. Je ne le souhaite pas, mais ça peut également arriver. Même si maintenant on a le sentiment que Cavani est même l'option numéro 3 en attaque, puisque Mbappé pourrait être le numéro 9. Et donc ça ferait Icardi, Mbappé et Cavani dans cet ordre-là. Mais je pense qu'il peut encore rendre quelques services au Paris Saint-Germain. Et voilà, surtout pour les considérations financières, je pense qu'il faut qu'il attende cet été. Pour les mêmes raisons, parce que vous avez tous la même réponse. Donc il y a d'autres arguments ou on rejoint tous Bertrand? Non, mais il y a déjà l'intensité de la deuxième partie de saison du PSG. Il y a les coupes qui vont arriver là. Voilà, il y a à peu près plus de matchs que dans la première partie de saison. C'est-à-dire qu'ils vont jouer 30 à 35 matchs, voire un poil plus s'ils vont très loin en Ligue des Champions. Tu peux te dire qu'à un moment, il va falloir tourner. Peut-être que Cavani aura un peu sa chance. Alors je dis pas sur 20 matchs, mais peut-être sur une douzaine de matchs, des entrées, ce genre de choses, il peut peut-être apporter quelque chose. Et ensuite, c'est un joueur qui est blessé en ce moment. Est-ce que ça vaut le coup d'aller ailleurs, là, tout de suite, alors que physiquement, il n'est pas au top? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se requinquer pendant les 6 derniers mois et puis repartir sur une nouvelle histoire l'été prochain? Et puis tu peux un peu mieux organiser sa sortie parce que... Oui, vous disiez la fin n'est pas terrible, on s'attend à mieux. La fin est vilaine et si là, il est exfiltré, mais s'il est vendu, moi, de toute façon, il ne le fera pas parce que le clan Cavani, il est très clair. Hein. Ils savent qu'en jouant la montre, en jouant la fin de saison... C'est dans leur intérêt, oui. Voilà, ils toucheront une indemnité, enfin une prime à la signature, comme on dit. Mais je pense aussi que même pour Paris, Bertrand l'a dit, on ne sait jamais Icardi ce qui peut lui arriver. Et moi, j'ai l'impression que Mbappé, seul en tant qu'avant-centre, au plus haut niveau, dans un gros match, ça peut être limité, quoi. Seul, hein, j'entends bien. Et Cavani, là-dessus, il fait le job. Et puis, je pense que aussi, en termes d'image, tu peux un peu mieux organiser sa sortie. Mettons que Paris, c'est pas hautement improbable que Paris se fasse des finales de coupe. Coupe de la Ligue, Coupe de France, des choses comme ça. Là, tu peux aussi permettre à Cavani de finir en beauté sur quelque chose d'un peu royal, etc. Bref, organiser une sortie à la hauteur de ce que ce garçon a apporté quand même au club. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça peut pas être anodin et voilà. Et ça permet aussi de mieux organiser ça plutôt qu'une espèce de fuite en avant cet hiver. 195 buts, on rappelle, hein, toute compétition confondue en 7 ans. Par contre, 196 même puisqu'il a marqué. Ah oui, j'avais oublié celui-ci. Oui, le pénalty offert par Neymar. Oui, pas en coupe. Et non, mais surtout, c'est cette saison. Moi, je voudrais qu'on regarde les stats d'Edinson Cavani parce que 8 matchs, 4 titules de but. Bon, il a été beaucoup blessé, mais on n'a pas envie que ça se termine comme ça, quoi, pour Edinson. J'ai pas entendu Gilles encore. D'abord, c'est un joueur qui a marqué l'ère qatarienne, on va dire, puisqu'il est arrivé au tout début. Il a mis énormément de buts. On disait qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Ibra et ça s'est pas trop mal passé. Après, moi, j'avais toujours dit, quand Neymar et Mbappé sont arrivés, je lui ai dit sportivement, techniquement et footballistiquement parlant, c'est pas le même football, ils s'entendront pas. Je pense que j'ai pas eu trop tort. Maintenant, après, même humainement, j'ajoute. Moi, je sais pas, je suis pas dans le. On a quelques retours. Quand même. Je suis pas dans les alcôves du vestiaire comme vous, Bertrand Latour, qui êtes constamment avec eux. Moi, j'ai passé l'âge d'être avec eux. Et dans les alcôves. Dans les alcôves. Donc, je connais pas humainement. Maintenant, il faut regarder les choses en face. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je considère que Paris Saint-Germain est un des favoris pour gagner la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vu Depay, ce qui s'est passé il y a 15 jours à Lyon, ils se pètent les croisés. Je ne leur souhaite pas. On n'est pas à la merci qu'il n'y en ait pas un qui devant se pète. Et ils seront bien contents d'avoir Cavani. Mais le seul problème de Cavani, Pierre l'a dit, c'est ses blessures. Tant qu'il n'a pas été blessé, il y avait match. Mais du jour où il est blessé, il n'y a plus match. Comme c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de jeux, effectivement, mais je pense que Leonardo lui préparera une sortie. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que Leonardo mettra un point d'honneur. Maintenant, il faut savoir qu'il gagne 1,2 million net d'impôts par mois. Donc, il ne va pas partir demain matin. Vous parliez juste, je vous laisse la parole après, mais du club qui veut aussi préparer une meilleure sortie. On sent qu'ils sont touchés, notamment dans le staff, avec Thomas Tuchel. Vous vous en souvenez quand il parlait de... Oula. Oui, non, mais on va l'écouter. Il est un peu tristoun, en tout cas, il est très triste, en conférence. On va voir ce que ça donne après. Thomas Tuchel à propos d'Edinson Cavani. On a 3 joueurs extraordinaires pour une poste, c'est beaucoup.
avec Kylian, avec Mauro, avec lui. Et quelquefois, je suis triste parce que je n'ai pas une solution en ce moment. J'ai réfléchi beaucoup parce qu'il n'a pas mérité. Il fait un entraînement extraordinaire. Il est professionnel. Il est professionnel, super professionnel. Il est dans un bon état d'esprit dans le vestiaire. Il donne l'énergie à l'équipe. Mais pour le moment, j'ai presque rien de lui donner. Mais pourquoi vous dites ça? Alors, pendant que Thomas Tuchel est en conf, il y a des commentaires sur ce plateau. C'est Lola Fox. Il est triste. C'est l'acteur studio. Mais c'est André Il n'a Rieu, pas mérité. c'est un joueur de violon, quoi. Voilà. Bah, allez-y. Mais non, mais tout ceci serait crédible si c'était pas lui qui faisait les choix, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui le fait rentrer à 3 minutes de la fin des matchs, qui ne le fait jamais jouer. Il vous dit, je suis très triste, il est magnifique, c'est le plus beau, quasiment c'est le meilleur d'effectif. Ça se passe bien sans lui, donc il a. D'accord, mais donc il n'est pas triste de prendre ces décisions-là. Il les prend parce qu'il pense que. Mais il a le droit d'être humain aussi, de dire j'aimerais bien qu'il ait plus de temps de jeu. Dans un match où Paris a 3 buts d'avance, au lieu de sortir Icardi qui a fait le job, fait rentrer Cavani pour aller l'exiler sur un côté à l'ancienne pour finir le match, c'est-à-dire dans la position, compte tenu en plus de son physique, compte tenu du fait que maintenant, depuis des années, il est vraiment axial. Il le met dans la pire situation possible pour. Je trouve pas non plus qu'il lui témoigne dans les faits, quelque chose de l'ordre d'une envie de valoriser au moins le peu qu'il peut lui donner. C'est même tout. Alors exactement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le grand écart entre le numéro de comédie qui réussit. Moi, moi je le crois. Un peu, et puis il n'y a pas une petite larmichette qui coule. Non, mais il a une équipe à faire. Mais t'es un grand sensible, toi. Non, mais en fait, je pense que lui, il se dit, je veux pas le faire jouer. Je pense que techniquement, il voit pas l'intérêt de faire jouer Cavani aujourd'hui. Et même les fois où il le fait rentrer, il doit pas voir la plus-value que ça apporte. Donc il doit se dire vraiment. Après, il a aussi plus confiance. D'accord, mais je pense que lui, il considère que techniquement, il est très loin des autres actuellement. Peut-être parce que physiquement, il a baissé, etc. Et que quand il le fait un peu par communication pour dire voilà, ça m'attriste, etc. Mais je pense qu'il est. Peut-être qu'il peut être humainement touché, mais techniquement, il n'est pas du tout. Techniquement, il a trouvé sa solution. Donc du coup, voilà, il va pas le faire rentrer. C'est pas de la pitié en plus, c'est un entraîneur de foot. Bien sûr. Parfois, le PSG joue 3 fois par semaine. Si on me dit que Cavani ne peut pas apporter plus que jouer 20 minutes par match, et c'est pour ça que je pense qu'en deuxième partie de saison, il aura un moment sa chance. Et même, on va le voir parce que Gilles disait, Paris peut avoir une chance de gagner Ligue des Champions. Mais moi, dans la tête de Cavani, je me dis, quelles vont être les offres? Est-ce que j'ai un potentiel vainqueur de Ligue des Champions qui va venir me chercher? Peut-être pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc un peu d'égo, même un peu égoïste, de dire peut-être que je vais pouvoir ajouter une ligne sur mon palmarès, Ligue des Champions à la fin? Franchement, ça peut se discuter aussi. Bon, alors, on est quand même dans une émission qui s'appelle l'équipe Mercato. Donc, vous voulez pas qu'il parte cet hiver. Vous ne le voyez pas partir cet hiver. Pourquoi pas? Ce sera sans doute cet été. Pour aller où? L'été prochain? Bah oui. Alors, il y a plusieurs noms qui sortent. Celui qui revient le plus souvent, c'est l'Atlético de Madrid, puisqu'ils n'ont pas solutionné l'après Diego Costa, Griezmann, on va dire. Ils n'arrivent pas à passer à la suite, et Cavani correspond un petit peu à ce que recherche Diego Simeone. Je parle du Cavani fit, Cavani qui se pète pas tous les 15 jours. Donc voilà, et il y a aussi un autre nom, mais alors c'est un autre projet. La Juve? Alors non, ce serait l'Inter de Miami. L'Inter Miami, d'accord. Bien sûr. Beckham lui fait une belle approche, belle proposition. On sait que ça discute. Parce qu'il y a aussi l'idée de développement de franchise. Il serait le visage. La star. La star. Et puis la MLS. Et puis rapprochement aussi familial. Mais simplement, Cavani a dans l'idée quand même de participer au Mondial 2022. C'est pas là-bas qu'il sera le mieux préparé. C'est choix sportif ou choix de vie, en fait. Bien sûr. Mais il aura 35 ans, ils le prendront quand même. L'Uruguay, ils n'ont pas 150 attaquants, donc ils le prendront même s'il va en MLS. Non, mais il voudrait être au niveau. En plus, tu as le problème MLS, tu as le problème hispanisant qui est très important là-bas. Ouais. Donc effectivement, c'est une tête de gondole pour Beckham qui est pour moi la plus crédible avec l'Atlético, parce que la Juve et tout, vous oubliez. Pourquoi? Non, mais il y a des gens qui oublient qu'à la Juve, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Higuaín, il y a Mandzukic, il y a Dybala, ils oublient. C'est-à-dire qu'au Paris Saint-Germain, il ne joue pas quand il y a Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, mais il va jouer à la Juve parce que là-bas, il y a Dybala. C'est juste une question de réflexion. Vu le gros salaire, la Chine, c'est envisageable ou pas? On parle de MLS. Oui, non, mais la Chine, tout est envisageable. Mais on veut pas que ça lui arrive. C'est pas le style à aller en Chine. C'est trop loin de l'Uruguay. Non, je crois qu'il a ce problème. Il est séparé de ses enfants et je crois que les États-Unis, ça peut être un bon compromis. C'est un bon compromis pour lui. Bon, affaire à suivre. Je sens que l'Atlético, le Miami, de David Beckham nous intéresse. L'émission spéciale Mercato, vous le savez, ce sera dès le 2 janvier. On sera en direct évidemment pour vous tenir au courant de tous les potins du foot. Une petite lucarne, ça vous dit? Oui. Ça vous a manqué, hein? Allez, un petit peu d'air frais avec Pierre-Antoine Damecourt. La petite lucarne.
ne sais pas si vous connaissez Bernard Chalandès. Si. C'est l'entraîneur suisse du Kosovo. Alors d'habitude, Bernard, il est très calme, très posé, mais là, on ne sait pas pourquoi il était super excité par l'enjeu et il nous a expliqué ce qu'était le pressing. I want to disturb. It's go, return, go, 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 go. Oula. And perhaps he lose the ball and we score. Oh là là, et bravo Bernard, et on félicite Bernard qui fait directement son entrée en tête du top 50 cette semaine. Bravo Bernard. Allez, on va faire nos abdos fessiers, c'est la minute gonflette. Top. Allez, on commence par un conseil, n'essayez pas de casser la démarche quand vous portez quelque chose de lourd. Ça marche pas sinon. Casser les marches comme ça. Ah non, c'est trop lourd mon gars. Numéro 4, on a trouvé comment vous motiver à la salle. Il faut juste des donuts en fait, vous allez voir. Allez, ouais. Et Steph aussi, vous faites pareil. Et regardez. Je pas pareil. Non. Oh. Numéro 3, regardez Hervé Penaud qui s'entraîne comme un fou pour faire Dals. Mais non. C'est le même. C'est lui, je crois que c'est lui. Hein. Numéro 2, on a croisé Godefroy de Montmirail qui faisait un peu de rameur avant de repartir sur son cheval. Je sais pas. Et enfin, numéro 1, si tu as la flemme d'aller à la salle, reste chez toi et mets un peu d'huile. Mets de l'huile. C'est génial. Ça marche et on peut même accélérer la vitesse, il n'y a pas de souci. Faites-le chez vous. Hier, c'était une journée donc exceptionnelle, dispositif exceptionnel sur la chaîne Équipe. Je peux vous dire qu'ils ont mis les moyens là, la chaîne là-haut, ils ont sorti le chéquier. Si vous aviez besoin d'une augmentation, il fallait la demander avant-hier. Parce que là, c'est foutu. Il y avait du monde à Marseille, à Nice, à Paris. Et alors, ils ont fait quasiment 8 heures de direct, mais ils ont fait aussi beaucoup d'attentes. Alors, regardez, là, c'est en direct, donc ils étaient bien avec leur petit micro, voilà, super, sympa et tout. Mais 8 heures d'attente, c'est long. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, hop, un petit selfie, on se regarde, est-ce que je vais bien? Voilà. Un petit Candy Crush pour Vincent Delzesco. Eh bien, prends-lui une question existentielle. Pourquoi ce micro? Bah, je ne comprends pas. Et puis, à Paris, il y avait le gars qui voulait à tout prix passer à la télé. Regardez, il est là. Ting. Voilà. Oh, oui, je suis là aussi. Vous allez voir, on va le voir pendant longtemps. Hein. Karine aussi a eu sa petite demoiselle en parapluie qui nous a fait vibrer derrière. Voilà, petite Corée magnifique. À Paris, une entrée en 360, vous allez voir, le mec a travaillé son entrée. Regardez, il arrive là sur la droite. Et hop là, petite roulade. Et je suis juste magnifique. À Marseille, petite entrechambre. Super, bravo madame. Et regardez, même à minuit, nous on a changé de journaliste, mais le gars est toujours là, à côté de Pierre Néguet. En 2022. Ouais, je suis là, j'ai tenu bon. Un an avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Pendant ce temps-là, Karine nous a fait un super tour de magie, attention. Je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Bah elle est là, ouais, bien sûr. Des claquettes un peu, Karine? Ouais. Ah, il faut s'occuper les mecs. Hein. Et enfin, regardez, on a eu Mauro Icardi qui est sorti. Et il y a un supporter, il était mi-content, mi-vénère d'avoir trop attendu. Viens à Paris. Si c'est Paris, Icardi. Viens à Paris. Bien ici là. Regardez, il était aussi derrière. Il a couru après le van de Mauro Icardi. Toujours vénère. Hein. Viens ici. C'est sûr, le mec va s'arrêter. Du coup, ils ont flippé, ils sont partis, ils ont brûlé le feu rouge. Allez, on se casse. Allez, on se termine avec une petite image, un bonus de fou. Regardez, ces deux jeunes sur un terrain de foot, ils envoient la balle, pas dans le but, ils cadrent pas la balle, ils cadrent pas le but, mais vous allez voir où est-ce qu'ils mettent la balle. C'est pas mal. Bim, boum, boum, dans la voiture. Mais non. Je vous assure, dans la voiture. Et Estelle, on a les images de l'intérieur de la voiture. Et devinez qui était en train de passer son permis. Évidemment, Monsieur Poisse. Allez, c'est parti, c'est pour lui. Ben, c'est parfait, prochaine à droite. C'est pas possible. Ça fait 10 fois que je rate mon permis. Il vient d'où ce ballon? Il vient d'où? On va pas faire une année comme ça, hein. J'en peux plus, moi. Désolé. Voilà, on le retrouvera un petit peu plus tard, hein, Pierre-Antoine Damecourt, dans une autre prochaine petite lucarne. On a plein de choses à voir encore dans cette émission, Rudy Garcia à Lyon ou encore votre feuilleton mercato de l'hiver, messieurs. Mais pour l'instant, on va partir en Espagne pour analyser le cas Zinedine Zidane, l'entraîneur français qui, on le rappelle, est revenu à la rescousse. Quoi, je ne maîtrise pas bien? Le craquage. Revenu à la rescousse de son club fétiche en fin de saison dernière pour des résultats
que nous allons commenter maintenant. Juste avant d'en débattre, je vous propose d'écouter deux avis contraires. Tiens, extrait de l'équipe d'Estelle. Jérôme Alonso, en début de saison, plutôt confiant envers Zizou, alors qu'Olivier Rouillet, lui, se montre plutôt déçu. Souvenez-vous. De revenir quand tu as tout gagné, on sait tous que dans n'importe quel sport, c'est un risque énorme. Moi, je pense que je pense qu'il va y arriver, mais s'il y a une saison blanche, je suis pas sûr qu'il y survive. Hein. Mais une saison, c'est pas mal. Non, mais il y en a déjà eu une l'année dernière de saison blanche. Demi-saison, mais on lui avait rien demandé. On lui avait dit, tu viens. Oui, c'était pas que lui. Mais je veux dire, le Real a rien gagné l'an dernier. Et puis, bon, le mercato, il n'a pas vraiment eu, à par hasard, ce qu'il voulait. Hein, quand même. Il voulait Pogba très fort, il n'a pas eu. Il voulait Mbappé un peu en secret, il l'aura pas. Donc, il recommence. Et il voulait pas Neymar, il l'aura pas. Donc ça. Et il voulait pas Neymar, il l'aura pas. Donc, mais attention, moi, je pense sincèrement qu'il a tout pour. Je pense vraiment que c'est un bon coach, qui sait écouter son groupe, qui sait faire avec un gros vestiaire. Je pense vraiment ça. Cela dit, c'est Madrid. On parle d'un club qui n'est pas comme les autres. On parle de socios qui ne sont pas comme les autres. On parle d'un président qui n'est pas comme les autres. Il a été le chercher. Si ça lui casse les bonbons, il peut aussi bien le renvoyer à ses études en décembre. Donc voilà, moi j'y crois. Mais l'immunité, à mon avis, effectivement, elle est super restreinte. Il nous a habitués à mieux. Son équipe nous a habitués à mieux. Ses anciens joueurs nous ont habitués à mieux. Il est confronté à un problème, c'est qu'il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo qui, à mon sens, n'a absolument pas été remplacé, bien sûr. Ensuite, il y a quand même, là, je trouve, moi, que les Marcelo, même Sergio Ramos, Varane sont en perte de vitesse. Modric, en ce moment, sont en perte de vitesse. Donc, il est confronté à, comme tous les entraîneurs du monde ont été confrontés, à tout d'un coup, de trouver des solutions, de trouver les moyens pour que son équipe, elle soit plus équilibrée, que soit plus performante. Il y a aussi on en parlera tout à l'heure, mais il y a vraiment un truc, moi, qui m'inquiète, c'est Courtois. Parce que Courtois, chaque fois qu'on cadre, on marque. Il y a beaucoup de choses qui l'inquiètent, Olivier Rouillet. Alors maintenant qu'on est à mi-saison, l'heure est au bilan pour Zinedine Zidane. Messieurs, voici la question. Zizou a-t-il fait le plus dur? Bertrand? Oui. Il a fait le plus dur, Dave? Oui, je pense. Très bien. Plutôt oui. Plutôt oui. Plutôt oui. Est-ce que vous allez être en désaccord à un moment donné dans cette émission? Ça m'intéresserait beaucoup. Vous voulez que je vous dise non? Allez, vous savez quoi? On va se lancer la pub, comme ça vous changez d'avis ou vous faites un autre argumentaire. Ils sont tous d'accord, mais peut-être pas, on verra après la pub. Vous restez bien avec nous pour savoir si Zizou a fait le plus dur. Restez bien avec nous, dans quelques minutes, on va voir si Dave Apadou a changé d'avis. À tout de suite. De retour dans l'équipe Mercato, le bilan, il nous reste encore pas mal de choses à voir, hein, notamment Rudy Garcia du côté de Lyon ou encore le feuilleton de l'hiver. On est toujours avec Gilles Favard, Pierre Maturana, Dave Apadou, Bertrand Latour. Commencez à réfléchir à celui qui va vous rendre chèvre pendant le Mercato de l'hiver. Je vais vous demander tout à l'heure en fin d'émission de nous choisir le petit feuilleton pour vous qui va vous animer ce Mercato qui débute le 1er janvier, on le rappelle. En attendant, juste avant la pub, on avait lancé un thème Zinedine Zidane. Je vous le refais, Zinedine Zidane, parce qu'on voulait un petit peu faire le bilan à mi-saison. On a été, je maîtrise. On était un petit peu déçus du championnat. Finalement, ils jouent les premiers rôles en Ligue des Champions. On a eu un petit peu peur, puis finalement, ils sont qualifiés sans problème. Donc, je vous posais la question Zidane a-t-il fait le plus dur? Vous aviez tous l'air à peu près de me dire oui, sauf Dave qui hésitait un petit peu. Réflexion faite, peut-être pas. Ouais, finalement, mais je suis bien contente, vous voyez. La main est pour vous, Pierre Maturana. Oui, parce que je trouve qu'il a fait le plus dur dans un sens, c'est qu'il a remis tout le monde dans le sens de la marche. C'est-à-dire que c'est une équipe qui allait assez mal, qui était un peu démotivée, qui avait peut-être vécu trop de belles choses et qui après eu un cycle un peu compliqué à gérer. Et je trouve que là, depuis 2 bons mois, je trouve qu'il y a des vraies, je trouve qu'il y a des vraies améliorations, notamment dans le jeu. Et des choses qui ne trompent pas quand tu prends les 2 derniers gros matchs du Barça, c'est-à-dire du Real, pardon, que ce soit le Barça ou le PSG. Je les ai trouvés dans le jeu hyper intéressants et au-dessus de leurs adversaires qui sont quand même pas des petits adversaires. Donc je trouve qu'il y a une patte qui revient un peu Zidane, qui est intéressante. Et surtout, il y a des cadres qui sont de nouveau au niveau. C'est-à-dire que De Ramos, il est là. Courtois, il est bien meilleur qu'au début de saison. Benzema, il est au top. Il y a même un Bale qui revient, ce qui montre aussi que Zidane sait faire un peu humainement avec des joueurs à qui on dit qu'ils seraient peut-être un peu brouillés, etc. Mais tu vois, Isco, Bale, ça a l'air plutôt d'aller dans le jeu. Donc honnêtement, je trouve qu'il a fait un travail de remise en forme et en remise tactique et technique qui est assez intéressant. Alors vous me dites depuis 2 bons mois ça va mieux. J'ai un peu tiqué parce qu'avant la qualif en Ligue des Champions, il était encore sur un siège éjectable. Je dis décembre-novembre, je trouve que le bilan novembre-décembre de Zidane est plutôt bon au Real. Je trouve que le Real est en nette progression dans le jeu. Pour moi, ça me paraît assez flagrant. Ils sont redressés. Après, la question, voilà, c'est si
Il a fait le plus dur pour réactiver cette équipe, qui, c'est vrai, c'était mal parti. Tu regardes le début de saison, franchement, tu crains le pire. Et d'ailleurs, en Espagne, les bruits couraient sur le fait que Zidane n'était peut-être pas l'homme de la situation. Exactement. Voilà, exactement. Et tout à fait. Sachant qu'en plus, au club, tout le monde n'était pas complètement convaincu par le retour de Zidane sur un projet qui serait différent que celui qu'il avait conduit à gagner 3 Ligues des Champions. Là où je dis que il a quand même pas fait le plus dur, tout à fait, c'est que malgré tout, il est au Real Madrid. Et quand bien même toute la courbe, elle est ascendante et qu'effectivement, il redresse cette équipe, qu'il est réactif, qu'il est en train de trouver des solutions et tout, à l'arrivée, ce club-là ne pardonne rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saison de transition. C'est-à-dire que si il est Fanny à la fin de la saison, ce qui est possible, il peut perdre le titre parce qu'il y a quand même à Barcelone qui, bon an mal an, est compliqué à déloger, que la Ligue des Champions, ça va être compliqué, il y a des clients. Bref, il est quand même soumis à 2 compétitions qui vont pas être simples à gagner. Et si jamais il devait échouer, on lui pardonnerait pas. Parce qu'il n'y a pas de pardon dans ce club. C'est quoi un échec pour le Real Madrid? Une saison blanche. C'est pas de titre. Pas de titre. Une finale de Ligue des Champions, c'est un échec? Ça suffirait pas. D'accord. Mais comme tu l'as dit, il aura l'occasion qu'il y ait un bilan en fin de saison. Bien sûr. Ce qui sous-entend qu'il va pouvoir y aller. Ah, bien sûr. Qui à un moment donné n'était pas le cas du tout. C'est pour ça quand il fait le plus dur, moi j'ai répondu oui, parce qu'à un moment donné, il y avait des grosses menaces. Ça a tenu même à 1 ou 2 résultats que Zidane soit toujours le coach du Real Madrid. Et là, il a pris de l'air et qualifié pour la 8e de finale de Ligue des Champions, ce sera difficile. Mais en tout cas, il sera avec le Real Madrid. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à la lutte avec le Barça pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Ouais, enfin, on a l'impression que s'il y a 2 défaites d'affilée, il va de nouveau être sur un siège éjectable. Non, mais oui, évidemment. Enfin, déjà, il faut déjà les perdre, les 2 matchs de suite. Et, non, mais il serait fragilisé, mais comme tout entraîneur au Real Madrid. Moi, j'imagine pas un instant que Zidane puisse être débarqué sur la 2e partie de saison. Je ne l'envisage pas. C'est pour ça que je vous ai répondu oui. Et bien vous savez quoi? On fera une autre émission où on remettra cet extrait-là le jour où il sera viré. Voilà. Très bien. On aime bien se moquer. Juste, je voudrais revenir sur ce que disait Olivier Rouillet dans l'extrait qu'on a écouté. Il était déçu par les Sergio Ramos, les Marcelo, les Varane, les Modric, les Courtois. Alors vous avez relevé le niveau pour certains d'entre eux. Il a raison ou pas, Gilles? Ben non, je suis plutôt de l'avis de Jérôme Alonso sur ce sujet. Moi, je préfère reprendre l'historique. Zidane, il s'est arrêté à la fin quand il a gagné la 3e Ligue des Champions. Et 10 jours après, Cristiano, il est parti. Donc, il le savait déjà. Parce que nous, on ne sait rien, eux, ils savent. Donc, il est parti, il y avait une raison. Ouais. Donc, il s'est passé une année un peu de transition. Bertrand a dit une chose très juste, il n'y a pas d'année de transition au Real de Madrid. Et dans le football, il y a des années de transition. Et quand on ne veut pas les accepter, au lieu de perdre 1 an, on en perd 4 ou on en perd 5. Et ils ont failli en perdre 4 ou 5. Et je trouve que le talent de Zidane là-dedans, c'est qu'il a régénéré des joueurs. Il a régénéré Casemiro, le dernier Classico qu'on a vu il y a une quinzaine de jours. Qu'est-ce qu'il a fait? On a revu Casemiro à un bon niveau, on a revu Kroos à un bon niveau, on a revu Benzema à un niveau excellent, il a ressuscité Bale sur un côté qui est pas mal. Et, il ne faut pas l'oublier, son principal apport offensif est absent. C'est-à-dire Hazard, qui pour moi est un joueur de moitié de saison. Donc je pense croire. Bah oui, chacun. Hazard, c'est pas un type qui fait une saison du 1er septembre au 1er juin. C'est pas vrai. C'est quand ça commence? Là, il va commencer. Là, on y est dedans. Là, il va revenir. Il va être à fond pour moi, il va être à fond les ballons. Ça va être un plus pour lui parce que c'est vraiment ce qui lui manque. Il a aussi régénéré, comme Olivier disait que Varane, Ramos avaient c'est humain, les mecs, ils ont tout gagné pendant 3 ans, ils étaient sur le fil du rasoir, ils ont soufflé. Varane avait eu des envies de partir, souvenez-vous. Ouais. Et tout le monde est resté, pour lui. Et sa force a été qu'il a mis un ballon d'or sur le banc. Extraordinaire. Et ça, il faut le faire. Et il l'a fait sans que ça crée un incident. Et c'est pour ça que je trouve que Zidane a beaucoup plus de talent de manager que de patte Guardiola, on va dire. Voilà. Mais il le fait bien. C'est pas parce que c'est Zidane, Ballon d'Or et vainqueur de Coupe du Monde, d'Euro, de Ligue des Champions, c'est parce qu'il a des qualités de management. Bien sûr. Alors évidemment, il s'appuie sur son passé de joueur, etc. C'est une construction personnelle. Mais l'image, le totem, parce qu'on est une star, parce qu'on est un galactique, ça tient pas. D'ailleurs, c'est pour ces raisons-là qu'il a même, tout Zidane qu'il est, failli sauter au mois de novembre comme un vulgaire coach. Donc c'est parce qu'il est très fort dans le management, pas que, mais notamment. Alors vous êtes tous rassurés par le niveau des joueurs, des individualités. Il y a Eden Hazard quand même, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que vous, Bertrand, vous étiez très remonté il y a quelques temps dans l'une de nos émissions. On vous écoute et on va voir si vous êtes toujours d'accord. Le pauvre Eden Hazard, regardez ce qu'il prend. Et quand il est remonté,
général, quand l'été, les entraîneurs envoient des signaux en disant ça va pas, faut recruter, c'est quand même eux qui sont au quotidien avec leurs joueurs. Et Zidane, il devait sentir qu'il allait en manquer par rapport au manque qu'il avait identifié en fin de saison dernière. Et voilà, je ne dis pas que Pogba aurait été l'antidote à tous les problèmes du Real Madrid, mais au milieu de terrain, il y a quand même visiblement un souci, et sans doute que lui aurait pu en résoudre certains. Ça ne va pas également derrière. Je pense qu'aussi, Hazard, ils vont le porter comme un boulet pendant un bon moment, parce que même s'il est bon en fin de saison, il faudra, si tu as hypothéqué tes chances en Ligue des Champions, et en championnat au mois d'août et au mois de septembre, ils pourront lui dire merci quand même à Hazard d'être arrivé en surpoids, d'avoir rien fait. Parce que là on est quoi, mi-octobre, qu'est-ce qu'il a fait Hazard depuis qu'il est arrivé? Quasiment rien. Sur un investissement à 100 millions d'euros, c'est pas sérieux quoi. C'est vraiment pas sérieux. En tout cas, ce qui est sérieux, c'est votre tenue ce jour-là. Oui, c'est pas ce qu'il avait pris. On n'a pas vu le bas. Là. On a vu le haut, pas le bas. Ah, parce que moi, c'était pas terrible. Moi, je balance. J'étais en jogging. Moi, je Bon, balance. alors, vous maintenez Eden Hazard, c'est pas sérieux l'investissement sur ce joueur? Non, j'ai dit que lui n'avait pas été sérieux dans sa préparation, etc. Mais je pense qu'il a fait une grave erreur et qu'il s'est d'ailleurs mis un peu en difficulté, sous pression, en arrivant à un poids qui n'était pas celui d'un joueur de foot de haut niveau qui plus est payé à ce prix-là. Moi, j'ai toujours des doutes sur Eden Hazard. Et évidemment, il va sans doute faire une deuxième bonne partie de saison. Mais à ce prix-là, moi, à 100 millions d'euros, j'aime bien que le joueur il joue toute l'année, tant qu'à faire. Et en Ligue des Champions, Eden Hazard, il n'a jamais rien fait avec Chelsea. Il a marqué très peu de buts. Il est assez peu déterminant. Je trouve qu'il fait pas assez de statistiques, que c'est pas un joueur majeur comme peut l'être Ronaldo, comme peut être Messi, comme peut l'être même un Neymar, etc. Et je trouve que Hazard, il est surcoté par rapport à ce qu'il a coûté et l'aura qu'il a. Attention, le destin de Zidane, il est aussi lié pas mal au mercato. Au mercato et aux performances d'Hazard. Parce que Hazard, c'est le joueur qu'il a ciblé, c'est le joueur qu'il a choisi. On le lui a donné. Il en voulait d'autres aussi. Il en voulait d'autres, c'est vrai. Il voulait par exemple Pogba, ce qui veut bien dire aussi que il n'avait pas full crédit non plus. À un moment, on a dit qu'il revenait, que c'était crédibilité. Oui, c'est pas Dieu tout-puissant non plus. Exactement. Non, mais tu connais les conditions de Pogba, Dave. Voilà, bien sûr. On sait qu'il y avait dans les négos, c'était très compliqué. Mais le fait est que sa priorité, c'était Hazard. Il l'a eu. Et si Hazard, sur son rendement, et pour l'instant, son rendement, il est en dessous, même s'il y a eu des périodes où ça allait un petit peu mieux, mais effectivement, il est arrivé hors de forme, ensuite sa blessure. Et si jamais il devait être bon sans plus en deuxième partie de saison, pour celui qui est censé incarner un peu le nouveau Galactique, etc., et ça sera reproché à Zidane. Ça aussi, tout compte dans le bilan. Hein. Vous êtes d'accord, Pierre, le début de saison mitigé est lié aussi à la méforme d'Eden Hazard? Sans doute, oui. De toute façon, c'est un révélateur, le Real Madrid. On va voir vraiment ce qu'il vaut dans ses grands matchs. Moi, je trouve qu'on lui tape assez facilement dessus sur le côté grand match, mais en Coupe du Monde, on lui tape un peu moins dessus, par exemple. Tu vois, et c'est quand même des grands matchs. Donc je pense qu'il a le talent pour le faire. Il faut juste une animation tactique et des choses autour de lui qui le mettent. C'était la première fois. Dans condition. D'accord, mais tu sens qu'il a quand même quelque chose qui peut apporter. Il est dans la force de l'âge. Si c'est pas là, ce sera jamais, Pierre, évidemment. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un joueur qui a 28 ans. Je crois qu'il a marqué moins de 10 buts en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, soit ça va tomber comme ça, mais je me dis mais là, il est quand même dans la force de l'âge pour montrer qu'on avait raison de croire un peu en lui. Et même si ça dure 2-3 ans, après, c'est un super joueur. Moi, j'adore le joueur, évidemment. Là, on parle d'un joueur qui est capable à lui tout seul ou presque de faire gagner une grande confrontation. Parce que le thème, c'est Zidane, quand même. Allez-y, pour dire. Mais c'est important. Il a voulu. C'est son joueur majeur du mercato. Donc, d'abord, il arrive. Moi, je suis de l'avis de Bertrand. Il va un peu loin dans ce qu'il dit, mais je suis de l'avis, puisque moi, j'ai dit que c'est un joueur de demi-saison. Il fait jamais une saison complète. On peut me prendre tous les exemples qu'on veut, il fait jamais une saison complète. Donc, on fera un bilan cette année. Et s'il fait pas une saison complète, c'est justement parce qu'il a des écarts de poids, des écarts de conditions physiques. Et il l'a prouvé, puisqu'il est arrivé, il était hors forme. Et que c'est pas une bonne chose. Donc, c'est pas une bonne chose. Il s'est blessé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je pense que là, ils l'ont préparé. Je pense qu'ils vont faire attention. La seule différence que je dirais avec Bertrand, c'est qu'effectivement, il ne marque pas beaucoup, mais il désaxe beaucoup les autres équipes adverses. C'est-à-dire que c'est aux autres de marquer. Et on l'a vu au dernier Classico, je pense que si Hazard avait joué, il les aurait transpercés. Ça a fini par un 0-0 et ils ont manqué d'un joueur de percussion qui vienne un peu plus les éliminer. Alors, puisqu'ils ont manqué de joueurs, Dave, vous évoquiez Paul Pogba il y a quelques instants. On a une toute petite minute là pour conclure. C'est quand même une émission mercato. Qu'est-ce qu'on fait dans ce mercato d'hiver du côté du Real Madrid? Est-ce qu'il y a des renforts à venir? Est-ce qu'il y a des joueurs? Alors, j'ai vu Denis Van de Beek était encore dans les clous. Eduardo Camavinga, là, le jeune René, serait la cible numéro 1. On achète qui cet hiver au Real? Mais Eduardo Camavinga, il n'ira pas avant le 1er juillet. Hein. Ouais. Ok, ça c'est réglé. Non, mais pour l'hiver, j'ai du mal à croire. Évidemment, il y a toujours un peu le truc Pogba, mais c'est très complexe comme dossier. Et puis Manchester va pas le lâcher comme ça, surtout qu'eux, ils jouent des trucs aussi. Un joueur comme James, pardon, un joueur comme James. James. Ouais. Ah, comme James. Ouais.
Il est toujours prêté. Je suis pas sûr que Zidane en Il veuille. l'aura pas. Mais je crois surtout que Zidane, on a dit tout à l'heure ce qu'il a réussi à faire avec ce groupe, c'est-à-dire de le réactiver, de leur donner confiance, de le régénérer, de remettre en selle des cadres qui étaient un petit peu perdus, qui avaient perdu Zidane, ce qu'il aime bien, c'est créer un groupe comme ça et s'y tenir. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a gagné ces 3 Ligues des Champions. On peut mettre des petits ajouts, des Ouais, petits renforts, mais en cours de saison, vous savez, quand vous avez créé un peu une dynamique, et on l'a dit. Il a son groupe. Voilà, il tient son groupe. Et ça, c'est quelque chose comment dire, c'est une méthode qu'il a et qui tient vraiment très bien. C'est un mercato d'ajustement. Et là, on essaye de vous expliquer depuis 10 minutes que ça marche plutôt bien. À mon avis, il n'y a pas de raison de perturber l'équilibre, si ce n'est éventuellement, après, ils peuvent acheter un joueur cet hiver que vous prêtez ensuite ou qui arrive seulement cet été en anticipation. Mais là, d'incorporer un titulaire, il y a Valverde qui s'est intégré dans cette équipe qui marche très bien. J'ai une émission animée, moi, le 2 janvier. Peut-être un complément ou un remplaçant à Casemiro par moment. Parce que Casemiro, il est quand même parti pour faire toute la saison, quoi, en 6. Enfin, Merci, et t'as l'impression que derrière, si c'est pas lui, tu vois, il y a mais pas. Il faut prendre quelqu'un niveau Real. Hein, non, mais je sais bien, c'est pas que c'est facile. Mais je dis, si vraiment il y a un petit truc à aller chercher pour étoffer un poil l'effectif, c'est peut-être à ce poste-là. Oui, mais t'as vu sur qui ils se sont mis? Non. Sur le Rennais. Camavinga, oui. Donc, s'ils résolvent le problème, ils vont le faire venir au 1er juillet. Et voilà, ils t'ont suivi. Mais bon, en attendant, il faut tenir toute la saison. C'est important, ils écoutent le Real, écoute l'émission, ils écoutent Pierre. 1er janvier, et on sera là le 2 janvier en direct pour faire le point sur le mercato du Real et des autres clubs. Le moment préféré de Pierre Maturana, le moment où on s'humilie parfois, où on brille, ça dépend. Le jeu, c'est parti, le jeu de la compo. Oh là. J'aime pas quand vous faites ces têtes-là. La compo, je vous rappelle le principe, je vous donne un club, un match, une affiche, je vous donne les 11 titulaires. La compo du Real lors de la défaite face à Lyon. En Ligue des Champions 2005, défaite 3-0, je vous le rappelle. 2005. On va commencer par Bertrand. Zidane. D'accord, ça commence très très bien. Bertrand, vous êtes éliminé. Bah quoi? Ah bon, il peut pas? Non, il n'y a pas de Zidane là, dans ma feuille, dans mon 11 titulaire. Bah, il aurait pu, non? Bah oui, mais il était bien encore au club, mais il faisait quoi? Il était suspendu. Réfléchissez un petit peu. Bah réfléchissez, c'est... Il est vexé. Réfléchissez. C'est pas son truc, les jeux. Hein. Qu'est-ce que c'est pas mon truc? Roberto Carlos. Oui, Roberto Carlos, il y est. C'est très bien, ce jeu. Casillas, évidemment. C'est quand même assez simple, les premiers, ça va vite. Gilles. Raoul, merci. Ah oui. En fait, moi, j'ai donné le seul qui devait être suspendu ou blessé, quoi. Vous avez bien fait, Bertrand, de venir. Ça revient à Dave. Beckham. Je le trouve pas. Ah bon? Ah si, bien sûr, David Beckham, bien sûr, excusez-moi. N'importe quoi. C'est moi qui vraiment, ils sont bien avec je me suis mis au l'équipe. niveau de Bertrand. On continue, Pierre. Le magnifique Guti. Non. Ouais, d'accord. Non, pas de magnifique. Ah, mais tente d'être plus facile. Sur ce coup-là. Il y a Iker Casillas qui s'est pas affiché dans la compo. Hein. Vous pouvez le mettre, il a été donné. Iker Casillas, le gardien. Je remets les choses. On le met ou on continue? Iker Casillas, il a été trouvé. Il y est, c'est bon. Gilles. Vasquez. Vasquez, je crois pas. Non plus. Parce qu'en Espagne, il y a toujours un Vasquez. J'avais dire Vasquez. Personne, j'ai dit Vasquez. Voilà. Non mais pas vous Gilles. Je savais personne. Donc alors il reste plus que Dave, et si Dave nous donne une bonne réponse, Dave a gagné, je crois. Il y en a quand même 2-3 faciles à trouver. Hein. Figo. Non. C'est vrai? Mais non. Mais non, mais je vous pensais meilleur que ça. Est-ce qu'il y a encore un Makelele? Non, il n'y a pas encore un Makelele. Ivan Elguera. Oui, celui-ci c'était pas le plus facile en plus. Vous n'auriez pas pu me dire ça d'entrée. Ben non, mais Zidane explique. Ivan Elguera, c'est bon. Alors personne n'a gagné ou on refait un tour du coup? On refait un tour, hein, je crois. Donc Bertrand a déjà donné une réponse. Ivan Elguera, défense centrale. Salgado, à droite. Oui. Michel Salgado. Michel Salgado à droite. Je l'avais aussi. Il y en a un qui est encore dans le titulaire là. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher trop. Sergio Ramos, merci. Ivan Elguera en là. Il en reste 3, hein, si je me trompe pas. Non, il en reste 4. Salgado, il était à droite. Michel Salgado, on l'a trouvé. Et il reste au milieu de terrain. Allez, Bertrand, rattrapez-vous. Au milieu de terrain, qui est-ce qu'on peut avoir? Je me souviens pas. Un Danois. Grafsen. Ouais. Moi, je vous donne des indices. Mahamadou Diarra. Non. Encore à Lyon. Dave, tentez un petit là. Un Uruguayen. Un Uruguayen? Ouais. Ex-Atlético, ex-Milan. Il a été sergent dans une autre vie. Ah, Garcia. Je suis désolé, j'ai pas d'autres indices là. Pablo Garcia, c'était à droite. Je l'aurais pas dit. Tiens, quelqu'un qui s'est battu avec Thomas Grafsen. Robinho. Un Brésilien, ouais. Robinho. Robinho, oui. Il jouait Robinho. Et le petit dernier, juste derrière Raoul, buteur brésilien. Buteur derrière Raoul. Coupe du Monde 2006. Ronaldo. Non. Bah non.
Il a été buteur lors de la Copa América 2007. Pas Kaka, non. C'est facile hein, quand j'ai le nom sous la. Pas Kaka. Ouais, c'est pas Kaka, je sais pas. Julio. Ah, c'est Batista. Voilà. Iglesias, moi je connais. Elle était dure cette compo, hein. on va la mettre de côté. On est plus sur une humiliation là. Et on va dire qu'on n'a pas de vainqueur. J'espère que vous serez meilleur sur la dernière. Bah, mais c'est pas folichon c'est bien. comme. C'est pas facile. Vous avez bien fait de venir. Ouais, Garcia, Grafson au milieu de terrain. Avec cette équipe-là, ils en prennent 3 à Lyon, c'est normal. Normal. Je vais vous demander maintenant, messieurs les jurés, de passer au cas Rudy Garcia à Lyon. On le rappelle, l'ancien coach marseillais appelé à la rescousse, c'était le 19 octobre à Lyon pour remplacer Silvino et essayer de redresser un petit peu une équipe en naufrage qui n'avait plus gagné depuis 7 matchs en championnat. Quelques chiffres, tiens d'abord pour essayer de comparer. C'est compliqué de comparer avec des chiffres, mais on a essayé quand même. L'avant, l'après Rudy Garcia. Regardez, avec Silvino, eh bien, on avait 3 victoires, 4 matchs nuls, 4 défaites. Alors c'est toute compétition confondue. Et maintenant, avec Rudy Garcia, donc il y a eu un petit peu plus de matchs, 6 victoires, 5 défaites et 2 nuls. On n'a pas mis la Coupe de la Ligue dedans, mais c'est un petit peu mieux le bilan, mais vous me direz si c'est suffisant pour vous satisfaire. Voici la question. Rudy Garcia est-il déjà en sursis? Gilles Favard? Non. Non. Non, non. Non? Oui. 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 Sauver la vie. Dave Padou, non, pas de souci, il n'est pas en sursis. Rudy, tout va bien à Lyon. Non, non, au contraire. Ah bon. Tout ne va pas bien, mais disons qu'il s'est donné une énorme bouffée d'oxygène en qualifiant Lyon pour les 8e de finale. Alors c'est vrai que c'est très circonstancié, que Leipzig heureusement était qualifié, qu'à 2-0 ou enfin 2-1, ils ont sorti quasiment leurs meilleurs joueurs, qu'ils ont permis ce retour de Lyon, mais il existe. Et c'est déjà quelque chose qui est à mettre au crédit de Rudy Garcia. C'est-à-dire juste sur le bilan comptable, il n'y a pas cet échec-là. Parce que ça aurait été très très dur pour le coup. Maintenant, il va être jugé sur quoi? Sur sa capacité à mettre l'équipe sur le podium. Or, la structure du championnat fait que cette 3e place, elle reste de façon un peu hallucinante compte tenu des mauvaises performances de Lyon. À la portée de tout le monde. Ouais, et notamment d'un OL qui ferait une 2e partie de saison pas trop mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont comme Angers, comme Nantes, etc., dont on sait qu'elles vont pas tenir. Enfin, on peut se douter qu'elles vont pas tenir. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Lyon va faire une 2e partie de saison moi, j'ai pas du tout de certitude dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas... Bon, par rapport à la 2e place, ça va commencer à être compliqué parce que Marseille a 10 points d'avance si je me trompe pas, ou voire plus. Mais il me semble quand même que cette 3e place, elle va rester accessible un petit moment. Et tant qu'elle est accessible, Rudy Garcia est dans les clous. Mais il sera jugé que là-dessus, sur sa capacité à mettre cette équipe sur le podium. D'accord. Ceux qui m'ont répondu non, il n'est pas en sursis. D'autres arguments? Non, c'est trop tôt. Déjà, on imagine mal l'OL virer 2 coachs la même saison. Ah, on l'a déjà vu. Hein. Ouais, mais c'est pas Monaco. Un peu compliqué quand même. Non, et puis Garcia, même si c'est pas très beau à avoir joué pour l'instant, il a quand même, comptablement, il a plutôt les chiffres pour lui. Je veux dire, il y a un moment quand même, ça doit être au mois d'octobre-novembre. Non mais c'est tout bête, mais au mois d'octobre-novembre, il passe l'équipe en 3 matchs ou 4 matchs, il la passe de la quasi 15e place à la 3e place. Enfin, tu vois, j'exagère un peu, mais oui, ça peut aller très vite, quoi. Franchement, c'est mais c'est tout ce qu'avait pas fait Silvino avant. Enfin, tu vois, dans une équipe qui n'allait pas bien pendant 2 mois. Il a su profiter du calendrier. Voilà, il a su, au moins profiter comptablement de ça. Et après, il a quand même des circonstances un peu atténuante. T'as une équipe déjà qui va pas bien et qui en plus perd ses 2 meilleurs joueurs, pardon, sur les pires blessures, je voulais dire. Et en plus se prend un des pires tirages de Ligue des Champions. Donc tu vois, on pourra pas lui reprocher grand chose à ce niveau-là. Ah bah si, moi je vais reprocher. Alors allez-y, reprochez-lui, c'est à vous, Bertrand. On n'arrive pas à le tenir là. Bah non, mais enfin, dès qu'il y a une équipe. Non, mais globalement, c'est rarement de sa faute. Donc de toute façon, ça l'arrange bien. Il est responsable de rien, sauf des victoires. Donc là, il n'y a pas de souci. Dès qu'un adversaire du même calibre ou supérieur à Lyon, ils perdent. Parce que pour battre effectivement des équipes en bois, là, il n'y a aucun souci. Mais Lyon, on parle d'une équipe qui est 2e ou 3e meilleur effectif de France. Ils perdent très souvent. En Coupe d'Europe, contre Leipzig, c'est le miracle des loups. Ils avaient perdu contre le Zénith. Il avait perdu contre Benfica. Il a perdu contre Marseille. Il a perdu contre qui encore? Il a perdu contre Lille. Enfin, il a perdu quand même contre beaucoup d'équipes. Je vois aucune progression dans le jeu. Effectivement, la qualification 8e de finale est à mettre à son mérite. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose de positif à retirer. Donc ça, je veux bien lui accorder. Mais c'est un cache-misère. C'est-à-dire que les dirigeants lyonnais savent pertinemment qu'il y a quand même assez peu de chances qu'ils sortent la Juventus Turin. Donc je me dis que si la situation début janvier ne s'améliore pas, mois de janvier-février, je n'exclus pas totalement qui puisse être en danger et viré. Alors effectivement, c'est pas dans l'ADN de Lyon. Il y a souvent la stabilité qui est de mise, etc. Mais c'est pas non plus dans l'habitude de Lyon de virer un entraîneur aussitôt dans la saison. Et ils l'ont fait avec Silvino. Donc c'est une saison qui ne ressemble à rien à ce qu'est Lyon.
à ce qu'est Lyon, dans sa structure, dans son histoire. Donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Aulas lui a quand même juste, il lui a envoyé une balle perdue, mine de rien. Sur le fait que, quand il a dit là, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, voilà, je regrette un petit peu, voilà, d'avoir cédé sur le cas Genesio, etc. Ouais, ça aide pas franchement. Oui, parce qu'en fait, même si c'est un message contre les supporters lyonnais qui sont un peu trop immiscés dans la vie du club, en gros. Ça veut dire aussi que depuis, ça ne va pas mieux. S'il avait un entraîneur qui a redressé l'équipe, il ferait jamais ce genre de déclaration. Je pense qu'il se rend compte que là, la situation est complexe. Malgré tout, je ne vois pas faire en 6 mois 2 évictions. Alors juste puisqu'on juge le cas Rudy Garcia, erreur de casting ou alors l'homme qu'il faut, je vous propose d'écouter Étienne Moiti, tiens, dans l'équipe du soir, pas du tout séduit, alors que Grégory Schneider, lui trouve un petit peu plus de qualité. C'était il y a quelques semaines. On les écoute et après Gilles, qui est bout sur sa chaise, aura la parole. Regardez comme entraîneur manipulateur et surtout pas défenseur de son groupe. Il venait à chaque fois en conférence de presse expliquer que si jamais l'OM avait perdu, c'était de la faute des joueurs, c'était jamais de sa faute à lui. Je veux dire, il s'est coupé de son vestiaire. Je vois pas en quoi ça peut être un atout. Je veux dire, évidemment, il a eu des résultats dans le passé. C'est un choix qui me paraît extrêmement surprenant d'avoir pris Rudy Garcia, qui est détesté déjà des supporters lyonnais et qui est sur un échec cuisant à Marseille. C'est vraiment quelqu'un qui rechigne pas sur les moyens. Et je pense que secouer les joueurs ou les mettre dans une zone d'insécurité, c'est un peu ce qui a manqué à Genesio, qui s'est beaucoup ouvert par rapport à ça devant la presse. C'est aussi ce qui manifestement a manqué à Silvinho. Juninho nous l'expliquait quand même il y a 3 semaines, en disant que c'était des joueurs qui parlaient dans le dos, qui réclamaient, qui avaient des habitudes. Là, Garcia, c'est pas vraiment père Fouettard, mais les mettre dans une zone d'insécurité supérieure pour un peu les titiller, oui, c'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut, nous dit Grégory Schneider. Est-ce que vous êtes d'accord encore aujourd'hui, Gilles Favard? Non, ça je suis pas d'accord avec Greg, ça c'est sûr, c'est pas l'homme qu'il faut. Mais pour... alors ça va être anachronique ce que je vais vous dire. Je suis d'accord avec Bertrand, mais j'ai dit non, pourquoi? Oui, je suis d'accord avec lui. Quelquefois, il dit des bonnes choses, donc ça arrive, il faut le reconnaître. Ça arrive aussi d'être lucide, donc c'est bien. Félicité alors. Mais le problème, c'est que vous avez posé une question pour savoir s'il peut être en danger maintenant. Oui. Maintenant, il ne sera pas en danger. D'accord, ça viendra un peu plus tard. Pour moi, il va être en danger au mois de juin. Ah bah oui. Pour la saison à venir après. Parce que tout le monde connaît ce que je pense de Garcia, qui pour moi n'est pas un entraîneur, Étienne a très bien dit, est un manipulateur communicant. Voilà. Parce que lui, maintenant, il va se cacher derrière une chose. Depay, Reine Adélaïde, pété, c'est du pain béni. Et le tirage au sort, alors là, mais c'est le tirage au sort, c'est le tirage au sort. Il les a qualifiés, comme il dit, c'est un miracle, mais il est là, il va dire, moi... Comment voulez-vous que je fasse? En recrutant des joueurs cet hiver. En disant que la préparation était mauvaise et tout, tu as raison. Il va y avoir effectivement que c'est un club qui va bouger, ça va animer nos émissions, ça va bouger au mois de janvier. Mais moi je pense qu'à Lyon, ils vont avoir l'esprit qui va revenir. La lumière va revenir, ils ont eu une petite panne de secteur pour prendre Garcia, donc la lumière va revenir et ils vont s'apercevoir que cette personne-là, parce que je dirais jamais un entraîneur de Garcia, c'est une personne, ne fait jamais rien progresser. Donc, non mais il ne fait pas progresser, la preuve, Villas-Boas à Marseille avec le même groupe, voir ce qu'il en fait, je ne dis pas que c'est un génie, mais on voit des joueurs il y a un effet. Donc lui, il n'y a jamais d'effet. Il y a des blessés. Justement, lui va se cacher derrière. Bon, alors vous savez quoi? Donc voilà, je pense ça ne bougera pas. Il va nous enfumer. Oui, il enfume les mouches, il ne va pas nous enfumer nous. Mais il va essayer de les enfumer. Mais par contre, les cartes vont être distribuées le 1er juin. Très bien, voilà. Gilles Favard est en folie. Alors il y a Rudy Garcia, mais il y a aussi Juninho, dont on va parler dans un instant. Il a démarré son émission. Et puis le mercato, ça va changer cet hiver. Vous restez avec nous, on continue de parler de Lyon et de Rudy Garcia après la pub. Calmez-vous, Gilles. C'est la suite de l'équipe Mercato, le bilan. On fait le point à mi-saison sur les résultats des clubs, des coachs, des recrues. On juge tout le monde, on juge tout le monde. On critique, on encense. Gilles. Gilles encense beaucoup, je trouve, depuis le début. Pas sur la critique. Gilles Favard, Pierre Maturana, Deva Padou et Bertrand Latour sont avec nous. On parlera du feuilleton Mercato de l'hiver dans cette dernière partie. Quel est vraiment le truc, le scoop, l'élément, le joueur, le club qui va vous faire vous lever le matin à 6h du mat pour rafraîchir la page de l'équipe? Vous me le direz dans un instant. Mais d'abord, on revient sur le thème Lyon, parce que juste avant la pub, on se demandait si Rudy Garcia, PPH, passera pas l'hiver ou non. Tout le monde me dit qu'il a fait le plus dur. Non, ça c'était pour Zinedine Zidane. Qu'il n'est pas en sursis en tout cas. Bertrand était un petit peu sceptique, je crois. Un peu plus, oui. On a beaucoup parlé de Rudy Garcia. Quelle est la part de Juninho, la part de responsabilité dans ce début de saison
Très mitigé de l'Olympique Lyonnais. Elle est réelle, mais énorme. Par la bande, il y a aussi la responsabilité de Jean-Michel Aulas aussi, qui a fait le choix de Juninho, qui a accepté que Juninho prenne ce rôle. Voilà, prenne ce rôle, aille chercher Silvinho, qui était inexpérimenté dans le rôle d'entraîneur numéro 1. Donc voilà, Aulas a aussi perdu un petit peu son flair. C'est ce que on a eu l'occasion plusieurs fois de le dire. Moi, je considère que c'est et de loin le meilleur président de club français des 25-30 dernières années, et de loin. Et là, ce serait une grosse erreur. Ça fait tâche. Voire même donc de l'histoire. Ouais, exactement. Mais je trouve que depuis plusieurs mois, il a multiplié les erreurs, le manque de flair, les fautes de communication, la gestion des timings. Là où il était un maître absolu, je trouve qu'il les a enchaînés, il les a enquillés. On va pas les refaire parce que tout le monde les connaît. Mais je trouve que la situation, quand même là, elle est aussi le résultat de ça, d'une espèce de précipitation, d'un manque de discernement. C'est étonnant venant de sa part. Et dans cette chaîne, il y a évidemment la place de Juninho. Et j'ai envie de dire, plus ça va, moins ça va. Est-ce qu'on attendait plus de Juninho pour une première dans la peau d'un directeur sportif? Est-ce que vous attendiez à mieux? Oui, et surtout, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur pour lui. C'est-à-dire que quand même, il était dans un environnement où il est adulé, où tout le monde l'attendait, etc. Et franchement, on a l'impression que c'est de la souffrance, que de la souffrance. Voilà. Il n'y a aucun moment un peu de plaisir. Enfin, tu ne sens pas qu'il kiffe son job pour l'instant. La petite chance, c'est qu'il y a un mercato qui arrive. Et est-ce que c'est pas là qu'il devrait essayer de donner une impulsion, donner des pistes, donner des noms, donner ce genre de choses? Est-ce que c'est pas là qu'il peut essayer de se réveiller? Est-ce que c'est pas là qu'il peut essayer d'enfin endosser une partie du costume de directeur sportif? Pas un instant. Vous n'y pensez pas un instant? Vous avez dit qu'il pourrait prendre ce rôle de faire venir des joueurs cet hiver? Non mais c'est vrai, moi je pense que le mercato hivernal va permettre de constater à quel point il est affaibli et qu'il ne va plus servir à grand chose parce qu'il a déjà épuisé tout son crédit. Je pense que ça va surtout permettre de vérifier ça. D'ailleurs, il y a quelques noms qui sortent. Ça vous fait pas rêver. Mais ça n'a pas commencé non, encore. c'est pas ça. C'est que ça va dans le sens que c'est plus lui qui a le manche. D'accord. Gilles. Moi, je pense d'abord que c'est pas le costume qu'il lui fallait. C'est un ambassadeur de club. C'est pas un directeur sportif. On va rentrer un petit peu dans des débats un petit peu. Le problème des dirigeants, et Aulas le premier, où il fait une erreur, c'est que c'est pas parce que vous avez été un grand joueur que vous êtes un grand entraîneur ou un grand directeur sportif. C'est un métier à part. Le directeur sportif, c'est un métier à part. Juninho c'est pas qu'il n'a pas les capacités, mais il a pas la tournure d'esprit. Voilà, vous avez deux Brésiliens mis l'un en face de l'autre, Juninho et Leonardo. C'est le jour et la nuit. Il y en a un qui est fait pour ça, il est né pour ça, et l'autre qui est surtout pas né pour faire ça. Donc Juninho, il est comme il est. Après, c'est sa première. C'était comment la première des Leonardo? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La première ou pas, ça n'a rien à voir. France. On ne devient pas directeur sportif parce qu'on a été ancien joueur. On dit, je suis directeur sportif. Si vous voulez que je vous cite, moi je lis dans l'équipe souvent les gens qui arrêtent de jouer, la vie d'ex, des uns, des autres. À 35 ans, je veux sortir de ce monde du foot. Oh là là, j'en ai marre, j'ai passé, machin et tout. Je veux arrêter. Je parle sous ton contrôle. Sous ton contrôle. Je veux arrêter. 5 ans après, ils font des restaurants, des machins, des tous. Ils terminent en tongs et en short. Ils veulent vite revenir dans le monde du football parce que c'est tout ce qu'ils doivent. Qu'est-ce que vous feriez dans le foot? Directeur sportif. Directeur sportif, mais c'est un métier. Mais c'est un métier. C'est un métier. C'est pas le problème des réseaux. Si Juninho prend son téléphone, qu'il appelle Mendes, en 2 minutes, il va le connaître. C'est pas un problème. Mais quand vous travaillez avec les agents, vous travaillez 1 an avant, 2 ans avant, vous connaissez les structures des contrats de certains joueurs, ce qui est possible de faire. C'est très ça prend un temps fou et tout. Vous ne devenez pas comme ça directeur sportif. Il y a un travail d'entre-gens. Un travail invisible, un travail du soir, un travail d'appel, un travail beaucoup de vices. Voilà, exactement. Beaucoup de vices, beaucoup de mensonges. Je pense que le terme était juste. C'est un ambassadeur. Tournure d'esprit. Là, on n'est pas sur l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert. La tournure d'esprit, non. Il est comme il est, Juninho. On va pas le changer. Quel âge il a? Un peu plus de 40 ans. Et c'est pas maintenant qu'il va d'un seul coup se transformer en ce qu'il n'est pas. Leonardo, tous les portraits, tous les papiers qu'on a lus, même les rencontres qu'on a pu avoir certains ici avec lui, on sent que c'est quelqu'un qui aime ces les mind games, les jeux de manipulation, d'esprit, etc. Et je le dis pas de manière péjorative. C'est nécessaire à ce poste. Il a ça en lui et en plus maintenant il a une expérience et un carnet. Ça, il va l'acquérir. Mais la tournure d'esprit, il ne l'a pas. Et je pense que du coup, comme le dit Pierre, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça. Et du coup, on voit quelqu'un qui est en souffrance, qui est sur la défensive, qui n'a pas envie d'être là. Bon, alors peut-être que pendant cet hiver, lors du mercato, il va vous surprendre, dans le bon sens du terme. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On parle un petit peu de mercato. Il y a du boulot du côté de Lyon. Boulot, oui. Priorité attaque.
j'imagine, ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors allons-y, lancez-vous sur le mercato, Gilles. Ils ont un problème d'équilibre d'équipe. D'abord, il leur manque vraiment un milieu de terrain, voire deux maintenant, avec, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais il leur manque un milieu, il leur manque un défenseur. Un défenseur central. Un défenseur central et même un latéral, parce que latéraux, ils n'ont rien. Un gardien aussi, ou ça va? Un arrière-gauche plutôt. Oui, un arrière-gauche. Et après, il va falloir qu'il... il va falloir remplacer les deux, là. Il faut remplacer, il faut un attaquant, parce que des attaquants, ils en ont quand même, si on les compte. Ouais. Si on compte les attaquants, ils ont Terrier, Dembélé, Cornet... ils ont un vrai buteur avec Traoré, Aouar, ils ont... Après, non, mais des caisses du club. Non, à quel niveau sont les joueurs que tu as cités, tu vois? Non, mais voilà, mais après, qui va venir là? Quels sont les joueurs qui peuvent venir là? Alors, je vous en cite plein. Giroud, Mariano Diaz, Gamero, Lemar, et c'est déjà pas mal. Nzonzi. Oui. Non, parce que dans le recrutement, il y a évidemment la question des postes. On l'a dit, il y a des manques. Et la question des personnalités. Ce qui est apparu là, c'est depuis plusieurs mois. Et heureusement, il y a eu l'émergence de Memphis Depay qui, à sa façon, de façon un peu originale, on va dire. Et c'est affirmé comme un leader un petit peu particulier, voilà, exactement, mais vraiment sur la fin. Et il se trouve que derrière, pas de chance, il s'est blessé. Mais c'est lui qui s'est mis en première ligne. Mais sans quoi, derrière, allez, il y a Lopez, mais qui a un poste, voilà, bien sûr, mais qui a un poste particulier, celui de gardien de but. Mais quand ça tangue, quand il faut un peu rééquilibrer l'équipe, quand il faut un petit peu houspiller les autres, les recadrer, avoir une espèce d'autorité, je parle même pas de la voix, je parle du vécu et tout. C'est une équipe un petit peu qui est un petit peu livrée à elle-même quand ça va pas bien. Quelqu'un qui a la bouteille, quelqu'un comme Nzonzi, qui a ce sens un peu du tempo, qui a cette espèce d'autorité un peu calme et tout, c'est une personnalité. Donc pour vous, l'urgence, c'est pas forcément le poste, c'est le charisme, le caractère. Mais je pense que faut pas continuer à empiler des jeunes avec des jeunes. Je pense que c'est bien de remettre un tout petit peu de moelle dans cette équipe. Voilà, c'est ça. En parlant de jeunes, une apostrophe quand même. Garcia, il fait un petit truc qui doit plaire pas mal au public lyonnais, c'est qu'il fait rentrer des jeunes. Ouais. Les Cacré, les Cherki. Mais il a compris. Il a bien compris que ça, fallait les faire jouer. Et du coup, les absences dont on a parlé de Pay et Adélaïde vont lui permettre de les faire un peu plus jouer. Et je pense que là-dessus, il va se gagner un peu de paix sociale là-dessus. Mais si tu comptes gagner contre la Juve avec cela, tu repasses. Mais gagner un peu de paix sociale avec ça, c'est pas... Par contre, si une idée comme ça, ils auraient pu nous faire un Giroud-Rames, tu vois, c'est pas mal. En prêt, du coup. Oui, en prêt. Mais bon, Giroud, autre chose, mais ça aurait de la gueule. Gamero? Personne n'y croit? Si, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que ça complémentarité. Il y a du charisme, il y a de l'expérience. C'est pas Gérald de Gaulle non plus, mais. C'est Kevin. Comment il va? Non, mais moi j'adore. Le charisme de Gamero, c'est pas ce que je mettrais en avant, mais je trouve que c'est surtout un très bon joueur de foot et que avec Dembélé, ça peut vraiment bien matcher. Je trouve que Dembélé a pâti un peu de l'émergence, de Leroy, de Depay qui joue un peu pour lui et ça le dessert. Là, avec Gamero, qui est habitué à jouer à deux attaquants de pointe, le point de fixation de Dembélé, Kevin Gamero qui peut tourner autour, ça c'est intéressant. C'est un joueur qui a 32 ans, mais qui est encore capable de marquer des buts, même s'il est dans une situation un petit peu difficile avec Valence, qui parfois il peut être un peu fragile au niveau des blessures. Moi, je trouve que Gamero, ça ressemble à une bonne idée. En plus, il est en équipe de France, c'est un joueur qui connaît au haut niveau. Hyper adroit. Ouais, moi j'aime bien. Pour vous, c'est qui là? Vous êtes Jean-Michel Aulas ou Juninho? Vous prenez qui? Moi, c'est un joueur. Moi, c'est Nzonzi. Nzonzi. Oui, parce qu'on parlait de l'équilibre. Cette équipe, elle est mal équilibrée, elle est mal fagotée et elle manque un tout petit peu. On disait, tu vas affronter la Juve. Moi, je veux bien, les Touzard, etc. Ça va être tendre en face, c'est des bonhommes. Mets un bonhomme un peu dedans. Nzonzi, pour vous? Ouais, mais alors pas le Nzonzi des dernières semaines, quoi. Enfin, les derniers matchs qu'on a vu de Nzonzi, c'était pas terrible. Non, mais vous pouvez prendre Giroud, le bon Nzonzi, non, mais j'allais dire Nzonzi aussi, mais le bon Nzonzi, oui, je le prends parce que... Le bon et le mauvais Nzonzi. Non, mais voilà, Touzard, c'est un peu limité pour jouer ce qu'il veut jouer, et Mendes est encore un peu tendre, il faut un mec à côté pour relever un peu de l'ordre. Voilà. Gilles Aulas. Vous êtes Jean-Michel Aulas, vous prenez qui? Gilles Aulas. Je prends qui? Vous avez plein d'argent. Qui tu ne prends pas, tiens? Non, mais dites-moi juste un nom, comme ça. Qui je prends pas? Je vais vous surprendre, je prends pas Nzonzi. Alors vous prenez qui? Parce que je pense qu'il est sur la descendante, c'est jamais bon. Les joueurs qui reviennent de Turquie, j'ai pas un avis très favorable par expérience. Maintenant, il peut. Moi, j'ai toujours bien aimé Nzonzi, donc le problème n'est pas là, mais je le sens pas. Je le sens avoir des petits soucis. J'essaye de trouver soit des prêts intelligents, mais de très haut calibre, très haut. Type joueurs qui veulent disputer l'Euro avec joueurs qui veulent jouer des euros. Non mais Giroud, je vous ai dit, Giroud, il a 34 ans en 2020.
si Giroud il vient dans un club, moi je suis Lyon, je lui fais une proposition de 2 ans. Je me jette à l'eau, pas à 500 000, mais je me jette. Je lui fais une proposition. Parce que moi, j'adorerais qu'il revienne dans le championnat de France. Pas parce que le joueur... Lui, il n'a jamais été très chaud. Lui, il n'a jamais été chaud. On va finir par l'avoir sur la longueur. Non, lui n'a jamais été très chaud. Mais faut bien dire. En plus, je considère, et je l'ai dit à l'émission précédente, que je considère qu'il est vraiment sur la descendante. Mais je pense que dans le championnat de France, ça peut coller. Et je pense que Depay va revenir au 1er juillet. Il sera là, Depay. Et que je pense que ça peut se matcher. Moi, je suis pas comme Bertrand. J'aime Dembélé. C'est pas ma tasse de thé. Bon. Je pense pas qu'il ait le très haut niveau international, qu'il ait même un très haut niveau. Mais ça, c'est un avis. T'es dur. T'es dur et je suis pas sûr que Lyon soit un très haut niveau à ce moment. Non, mais à Lyon, gagner avec des champions. Non, mais à Lyon, le très haut niveau, à Lyon, c'est juste monter dans les escaliers. Il n'y a pas de niveau. Il est en forme. Bon, vous savez quoi le mercato lyonnais, je sens que ça vous fait parler. On va en reparler dans notre feuilleton mercato d'hiver. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y en a 2-3 qui vont choisir ça. En attendant, on se fait une petite pause, petite lucarne avec petit Pierre-Antoine Namcourt. Il est là. Et ils sont là aussi. Comment ça va, les amis? Ça va? Bah oui. Sympa, la chemise. Bah ouais. Oui. Voilà. Ah bah voilà. Je le cherche depuis le début. Vous avez perdu votre voilà, votre épaule, Estelle. Voilà. Mais non, vous allez attraper froid. Voilà, c'est bon. Hop là. C'est découpé. C'est de la haute couture et donc ça vous échappe. Non, vous allez attraper froid. Comment ça va? Attendez. Ah, ça sent la défaite. Si, ça m'embête de le dire, mais ça sent la défaite, les amis. Ça sent pas le Fennec. Eh bah si, excusez-moi, mais la terrible défaite de l'équipe d'Estelle hier soir en prime dans la folle équipe face à l'équipe du soir. 31-26. C'était bon. Et vous avez pas reçu un petit texto d'Estelle, parce que moi j'ai reçu un texto d'Estelle hier, je peux vous le lire. Quelle bande de gros nazes, ils m'ont foutu la honte, je vais les annuler demain, ça leur apprendra. Sinon ta chronique était vraiment top. Enfin bref, ça c'est... Mais hier, vous ne pouviez rien faire. Rien contre la machine Dave Apadou. Alors, Dave, il n'est pas venu pour jouer. Il est venu en mode compète. C'est vrai en plus. Schneiderlin. Oh là 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 là. Boum. Ok, calme-toi, Dave. C'est vous. Des méchants. Nzonzi. Ouais, bah ok. Kaboul. Younes Kaboul, bonne réponse. Regardez ce qu'il va faire. Paf, il regarde le public. Regardez, il envoie des... Regarde. Et après, on ne pouvait plus l'arrêter à la fin. C'était France 98. C'est qu'il fait le même regard à la cantine quand il prend la dernière crème caramel. Il est énorme. Et voilà, il était énorme. Vous allez voir, ce week-end, il y avait un concours aux États-Unis et il y a un mec qui a eu une petite galère, c'est qu'à un moment, il y a l'organisateur qui a éteint la lumière en plein milieu de sa présentation. Ouais, on regarde. Donc il est là, il se présente. Ouais, il est pas mal, il est costaud. Attention, sauf que le gars va éteindre la lumière. Hop là, allez, salut. Ah ouais, là il s'est... Mais il y a du muscle, c'est bon. Allez, fini les dossiers, maintenant on parle un peu sport avec notre tour des terrains, c'est parti. Et direction un coup franc surpuissant en D2 portugaise. Oh, punaise. Pas mal. Au Brésil hier, Gabriel Iguala de Flamengo était très content d'avoir marqué. Vous allez voir. Le journaliste va le... Voilà. Hop, il fait un petit grand blanc. Allez hop, voilà, bisous. En Irlande, Connor McDermott a décidé de tenter sa chance de loin et ça a réussi. Voilà. Oh, la pelouse. Ah, la pelouse, c'est pas ça, mais bon, c'est... C'est beau. C'est beau, regardez. Il n'avait pas envie de reculer. Magnifique. À Tijuana, au Mexique, apparemment, le président du club est fan de Star Wars. Il s'est fait un kiff. Allez, les mecs. Je fais une entrée Star Wars, je fais ce que je veux, c'est mon club. Ouais, allez, la Suissesse Ramona Bachmann a régalé avec sa sélection. Ouf. Ouais, vous allez voir, c'est costaud. Hein. Gardienne. Pam. Oh, gardienne, ouais. Oui, trop court, trop bien. Aux États-Unis aussi, ça régale et à seulement 15 ans. Ah oui. Ah, c'est l'école des champions. Hop, hop. Bon, les mecs, si vous ne décidez pas, moi j'y vais, hein, je vais marquer mon petit but. Hein. Qu'il leur a mis. En plus, il marque. Allez, les amis, on prend l'ascenseur et on monte à l'étage trottinette. Ah ouais, c'est un ascenseur qui aime le foot, apparemment. Hop là. C'est excellent. Hein. Et regardez Dylan Morrison qui fait du surplace avec sa trottinette et c'est plutôt stylé. Hop là. Eh ouais, pas besoin d'élan. Hop là. En tennis, on a découvert une nouvelle façon de servir, plutôt cool. Hop, hop. Paf. On va la revoir si vous voulez la refaire chez vous. Vous pouvez la tenter. Ouais, c'est un peu balèze.
Et enfin, si ça vous saoule de faire les courses, faites comme cette famille, joignez l'utile à l'agréable. Il vous faut du sopalin, un petit garçon assez joueur, et strike, bowling. Non. Si. C'est génial. Ah oui. Oh, je vais faire Les ça. miens sont trop grands. Mais je mettrai l'équipe. Il faut des muscles. Demain, il n'y a pas d'émission. Demain, c'est Turquie-Islande sur la chaîne Équipe. Donc, on s'est fait un kiff. C'est parti. Les plus belles perles dans la presse écrite. J'étais pas prêt à ça. Eh ouais, je sais, mais il faut changer les habitudes. Vous me perturbez. Et numéro 5, le jour du premier match de Fed Cup à Perth, en Australie, l'équipe nous a fait un joli même pas peur. Ah, c'est bien ça. Bien. C'est même pas peur, en fait, ils sont servis Ah, c'est excellent. du nom de la ville, ouais, c'est excellent. Et ouais. Numéro 4, 3 jours plus tard, les filles ont fait la une avec C'est Kiki, les plus fortes. Kiki, bah si, c'est sympa. Oh, quel rabat-joie celle-ci. Numéro 3, direction Montpellier, quand Delors, Savanier et Laborde sont dans tous les bons coups, ça nous donne 3 hommes et 2 coups fins. Ah, mais là, faut avoir quelques références. Oui, évidemment. C'est un vieux film. Numéro 2, hier, Dominic Thiem a battu Joko grâce à son Team Spirit. Oh, c'est excellent, j'adore. Ah, ouais. Il y a mieux que ça. Ouais, il y a mieux. Enfin, franchement, pour moi, c'est mieux. C'est le numéro 1. Il était même en une de l'équipe. Quand André Villas-Boas relance l'OM, ça nous donne André, c'est ouvert. Ah oui. André, entrée. André. Excusez-moi, mais je ne l'avais pas. Non. André, c'est ouvert. Excellent. On se quitte avec notre champion qui aurait pu être dans la gonflette, sauf que son problème, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Sérieux? Non. Ah non, arrête. Non, mais non. Non, pas le placard. C'est pas un placard, Estelle, c'est un mur. Non, c'est un placard. Allez, salut. Au revoir, Pierre-Antoine. Voilà, Pierre-Antoine Amcourt que l'on retrouve tous les jours dans l'équipe d'Estelle. Vous pouvez me refaire le regard d'Eva Padou pendant le quiz là, parce que vous étiez... J'ai du mal. Ah non, mais vous souriez, il faut pas sourire. Ah, on n'y arrive plus. Ah, pas mal. Il me fait très peur. Attention, gardez-le parce qu'il y a un jeu en fin d'émission. Et on va voir si vous pouvez le sortir ou pas. Le fameux jeu. On va passer à notre dernier thème. Je crois que c'est celui qui me plaît le plus. Hein. Forcément, le mercato approche. L'été dernier, on a vibré pendant 2 mois au rythme du feuilleton Neymar. On avait au punto Neymar. On en avait même un petit peu marre. Enfin, il faut dire. Et alors cet hiver, qui sera notre punto, notre point, notre principale cible de colibri? On va voir. C'est la dernière question du jour. Quel feuilleton mercato attendez-vous le plus cet hiver? Gilles, ne regardez pas sur Internet. Nantes. Nantes, très bien, on n'avait pas à bosser. On va vite trouver des stats. Pierre, Pas très original, mais le mercato lyonnais. on vient d'en parler donc juste avant, mais j'ai cru comprendre que ça vous tenait à cœur. Dave? The Point, Giroud. Ah bah oui, merci, ça on l'avait bossé. Donc voilà. bon, Giroud là. Bertrand. Pierre. Bertrand aussi sur Lyon? Lyon, ouais. D'accord, donc Cavani, Marseille, on Cavani, oublie, vous on avez jette dit qu'il allait rester. Cavani, donc il y a pas de on l'a réglé, ok, tout aussi. on a réglé. Marseille, il prend personne. L'Olympique Lyonnais, puisqu'on en parlait juste avant la petite lucarne, on va rester dedans. Pourquoi c'est plus fort que tous les autres points mercato de cet hiver? Parce que Lyon, c'est un club majeur en France. Ce club est dans une posture difficile, qu'il y a une urgence de recrutement et à des postes variés. Il y a... ça va être plus qu'un mercato d'ajustement. Là, il va falloir. Enfin, même avant la petite lucarne, vous disiez que vous étiez sceptique sur Juninho, sur ce qu'il allait amener. Bien sûr, mais c'est pas lui qui fera le recrutement. D'accord. Voilà. Donc vous êtes plus confiant à ce que Jean-Michel Aulas frappe Je pense que Jean-Michel Aulas, Florian Maurice, Jean-Michel Aulas, c'est pas lui qui décide de savoir s'il faut prendre l'arrière gauche de l'Inter Milan ou non. Mais Lyon doit recruter à beaucoup de postes et à mon avis, cette équipe va être largement. Ouais, pas mal remanié cet hiver et il y a un vrai sens sportif à ça. Ils vont pas uniquement prendre des joueurs qui sont amenés à être des doublures ou pour anticiper la saison prochaine. Donc il y a un vrai enjeu, c'est un club majeur en France. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Donc je vais suivre ce mercato avec attention. En plus, ça concerne plusieurs postes. En plus, ça va pouvoir concerner des joueurs que le grand public connaît. On voit les noms qui ont commencé à fleurir, ça concerne des joueurs internationaux ou ex-internationaux. Giroud, voilà. Donc après, on peut aussi être passionné par le FC Nantes. C'est toujours une question de point de vue. Juste sur cette question, il va quand même falloir qu'il soit extrêmement précis parce que effectivement, là, on a l'impression qu'il faut absolument recruter. C'est vrai qu'il va y avoir des besoins. Attention quand même, parce qu'on se souvient que l'année dernière, Monaco. Pareil, hein. Bon, alors évidemment, ils étaient dans une situation beaucoup plus compliquée, mais ça avait recruté à tour de bras, etc. Et tu t'aperçois que c'est pas si facile en cours de saison. Souviens-toi avec des joueurs. C'est vrai. Plus ciblés, avec des joueurs. Voilà, c'est pour ça, mais ça avait été très intelligent. Ça répondait à des vrais besoins, autant par poste qu'en termes de maturité. Souvenez-vous, ils avaient remis des joueurs d'expérience, de Buchet et compagnie. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir être extrêmement précis parce que. Faut éviter les Brésiliens de 17 ans. Un afflux de joueurs d'un seul coup. En cours de saison, c'est pas si facile à assembler.
et il n'y aura pas beaucoup de temps. D'accord. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que là on passe sur des gros noms et on peut avoir peur d'arriver au final sur des noms un peu second couteau et des petites déceptions. Ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est un peu les jeux de pouvoir, qui va prendre un peu la main sur ce mercato. T'as parlé de Maurice, c'est vrai qu'il a l'air un peu discret en ce moment. Est-ce qu'il va pas remettre un peu son nez dans tout ça? Est-ce que Juninho va réussir à émerger? On ne sait pas. Est-ce que Garcia va faire un peu comme à Marseille et reprendre un peu la main sur tout ça? C'est des jeux qui sont quand même c'est pas forcément les joueurs, pour vous, c'est l'émergence de hiérarchie de pouvoir. Il va y avoir tellement de noms pendant un mois. J'ai un peu peur de la déception au final, mais bon, ça on verra. Mais c'est vraiment le jeu de pouvoir un peu qui va se jouer derrière qui peut être intéressant. Disons que c'est rare sur un mercato, tu as à peu près 3 entités qui vont être concernées. Juninho, donc la filière brésilienne, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Maurice, qui est le recruteur historique du club et qui, pour le coup, jusque-là avait la main. Mais c'est une bonne cote en plus. Et voilà. Et maintenant, tu as Rudy Garcia. Cet été. Et Florian Maurice, qui travaille bien, a fait beaucoup de transferts. Hein. C'est lui. Hein. C'est lui. Hein. Hormis Jean-Luc. Effectivement, ça c'est Juninho pour le moment avec une fortune diverse. Mais Florian Maurice, qui a plutôt bonne presse et à juste titre, c'est lui qui a investi beaucoup d'argent sur Andersen. Donc il faudra voir, parce qu'il est aussi comptable de ça. Et c'est vrai qu'il y a Rudy Garcia, dont on sait que c'est une des marottes, qu'à Marseille, ça a certainement contribué peut-être à mettre le club un peu dans le mur. Voire beaucoup. Donc voilà, c'est ça, ils peuvent être en 6. Non mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut être capable aussi de résister aux envies de Garcia quand il y a une brèche de mettre son nez dans ce qui est recrutement, parce qu'on a vu que c'était pas fait pour lui. Bon, alors j'ai bien compris, le mercato lyonnais, on en a déjà fait un thème juste avant, donc on va conclure sur Lyon. Pour vous, c'est votre mercato d'hiver. Absolument. Olivier Giroud, merci d'en parler. Juste avant de donner la parole, on parlait déjà du mercato d'Olivier Giroud dès le début de saison, un petit peu tous les jours, j'ai l'impression qu'on en parle. On va écouter Yoann Rioux dans l'équipe d'Estelle qui le verrait bien du côté de l'Inter. On y va. Donc il y aura un turnover, donc il jouera forcément beaucoup plus qu'à Chelsea. Il aura vraiment eu temps de jeu, puisque c'est la crise à l'Inter où d'ailleurs Conte est un peu furibond contre ses dirigeants parce qu'il n'y a pas assez de recrues. T'imagines, de toute façon, pour moi, il va faire l'Euro quoi qu'il arrive. T'as bien vu encore le dernier match contre la Turquie, on avait besoin de lui, il rentre, il marque. Donc il a la confiance absolue de Deschamps. Donc il est dans une position royale. Ça fait des années qu'il joue pas en club. Malgré tout, il est champion du monde, il a fait la Coupe du Monde, il a une confiance. Mais là Deschamps, il a l'air quand même un petit peu moins. Mais tu mets qui à la place? C'est ce qu'il a. Un petit peu moins fan là quand même. Et tu vois, là t'as un nouveau challenge. Et surtout l'Inter, c'est même plus la renaissance. Mais s'il marque pas là contre l'Albanie et la Moldavie. Non mais alors attends, ça fait des années qu'il marque, il est sur le point de dépasser Platini. Il a marqué contre l'Islande, il a marqué contre la Turquie, et surtout c'est que là l'Inter peut-être enfin il y a une vraie bataille pour le Scudetto. En Ligue des Champions ils se battent pour aller en 8e de finale, mais il aura un temps de jeu, il y a plusieurs compétitions, il va jouer, c'est un nouveau challenge, une nouvelle ville, un nouveau club avec Conte quand même qui le voulait à Chelsea. Après les conditions ont fait que, mais quand même, non mais ils se connaissent bien et pour moi il doit y aller tout de suite. Il doit aller tout de suite à l'Inter Milan, nous dit Yoann Rioux, c'était dans l'équipe d'Estelle. Vous, ce sera votre mercato d'hiver, ce sera le feuilleton Giroud. Vous l'envoyez où? Alors, il y a là où on l'envoie et là où lui se voit, ce qui est pas tout à fait pareil. Contraire, qui est opposé. Oui, c'est-à-dire que nous, par exemple, en Ligue 1, on se dit qu'il rendrait des services à bien des clubs. Et à Lyon. Parce qu'il a largement par exemple Lyon, ce serait très bien. Je me suis même dit, pourquoi pas Marseille, si jamais Villas-Boas se disait une attaque à 2, tu sais pas. Maintenant, je pense que, et c'est ce qui est souvent ressorti de ce qu'il laissait filtrer, c'est qu'il n'a pas du tout envie de revenir en France, que son championnat, son pays même de prédilection, c'est l'Angleterre. C'est pour ça que l'Inter, j'attends de voir, peut-être que oui, mais j'ai du mal à y croire. Et il a une telle cote en Angleterre. Il a une telle cote en Angleterre. Pour le coup, il y a d'énormes clubs qui, peuvent lui donner pas loin du salaire qu'il perçoit, parce que même les clubs de deuxième partie de tableau ont d'énormes finances. Une équipe comme Everton, par exemple, on parle d'Ancelotti, etc. Je pense que ça peut être quelque chose, un beau projet. Il y a une équipe comme West Ham qui manque d'un avant-centre, c'est sur Londres en plus, c'est encore mieux. Crystal Palace qui fait pas une vilaine saison, ça peut être le monsieur plus. Il aurait du temps de jeu dans un championnat qu'il aime, qui correspond à ses qualités, pas besoin d'adaptation. Le pays, le style de jeu, je trouve que ça lui correspond. Donc moi, je le verrais bien, en fait, trouver une espèce de porte de sortie en Première Ligue. Il y a d'autres destinations comme ça que vous voyez là tout de suite pour Olivier Giroud? Ou alors peut-être qu'il doit rester à Chelsea, Pierre? À Chelsea, il ne va pas faire grand-chose de plus aujourd'hui. C'est un peu le problème. Non, mais je suis d'accord sur l'Angleterre. C'est ce qu'il y a de mieux. Après... Tu arrives à combiner tout. C'est-à-dire que tu gardes à peu près ton niveau de salaire, parce que c'est pas un philanthrope, il va pas venir faire des cadeaux. Bertrand, il dit à l'Inter, il sera remplaçant, mais il sera peut-être encore moins remplaçant que ce qu'il est déjà. Il y a deux attaquants. Non, mais moi, ils ont deux attaquants. Oui, mais sauf que le duo Lautaro Martinez, Romelu Lukaku fonctionne bien. Je trouverais un peu curieux de partir d'un club où on est très remplaçant pour aller dans un club où on est un peu remplaçant. Tant qu'à faire, autant jouer. Après, je peux aussi comprendre l'idée que découvrir un nouveau championnat
un nouveau pays, une nouvelle langue et la possibilité d'être champion d'Italie, c'est quand même pas neutre avec l'Inter, puisse être excitante. Mais je me dis que l'objectif numéro 1, la perspective, et d'ailleurs Didier Deschamps lui a mis suffisamment d'avertissements, de messages, de signaux, vous envoyez ça comme vous voulez, c'est de disputer l'Euro avec un peu de temps de jeu. À la limite, rester en Angleterre, dans un club inférieur, mais qui peut rester à Londres, éventuellement sa vie perso s'accumule un peu tout, je trouve que c'est ce qui me semble le mieux et le plus sécure. Après, moi je sais pas, en Crystal Palace on dit que, mais est-ce qu'il faut aussi que les offres arrivent, hein, parce qu'après il y a ce qu'on peut imaginer, ce qui peut paraître envisageable, et puis ce qui va arriver, ou les appels qu'on va avoir ses agents, et c'est pas toujours la même chose. Imagine tu vas à Crystal Palace, t'es pas bon, ou alors c'est plus compliqué, ou tu plantes pas but sur but. Est-ce que tu t'exposes pas non plus à la critique un peu inutile, alors que bon bah finalement ta situation là. Attends, il est armé, question critique. Si sa carrière est une immense critique, une immense remise en cause. Il peut pas faire 2 matchs sans qu'on on discute son niveau, on discute sa place dans l'histoire du foot français, qu'on discute même sa place de titulaire en équipe de France. Je pense que ce type, il est revenu de tout, il est blindé là-dessus mentalement. J'ai rarement vu ça. Enfin, c'est quand même très costaud. Donc moi là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. Puis les mecs qui sont étrangers, t'en parles que quand ils marquent. Oui, exactement. Pas marqué pendant 3 matchs, tu dis ah tiens, Giroud a marqué. Ouais, en Ligue 1. Mais par contre, en Ligue 1, si t'es à Lyon, c'est pas pareil. Hein. On va dire, il a raté ci, il a raté ça. C'est très dur pour les internationaux de revenir s'exposer au regard quotidien, à la loupe. C'est ce que disait De Sailly. Oui, mais il est armé pour, vous l'avez dit. Oui, d'accord. Non, mais bon, qu'est-ce qu'il a dit, la Ligue 1, c'est pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a dit, De Sailly? De Sailly, quand on lui demandait sur la fin de carrière, est-ce qu'il envisageait de revenir en Ligue 1, comme par exemple l'a fait Lizarazu, il a dit mais vous êtes fous. À l'étranger, on voit en gros que les highlights, que les best-of. En Ligue 1, le moindre petit attaquant qui va me coller un petit pont, c'est fini. Mais c'est vrai, c'est d'un seul coup, ça fait. Je voudrais comprendre un petit peu. Un ancien Nantais. Oui, c'était pour Nantes. C'est les transitions. Allez-y. Pour répondre sur De Sailly, comme quoi les joueurs disent ce qu'ils veulent. De Sailly en 97, après l'AC Milan, c'était fait à Marseille. C'était fait, il rentrait à Marseille. Mais il y a un dirigeant qui a dit qu'il était rasé. On l'a vu, du reste en 98, il était tellement rasé qu'il était champion du monde. Mais bon, passons. C'est pour répondre à Dave, pour lui donner, et je connais bien le truc. C'était fait. Dans le bureau de Robert Dreyfus, il rentrait à Marseille. Donc, faut pas toujours croire après 97, je te le FC Nantes, parce que vous, ce sera votre gros même feuilleton mercato d'hiver. Parce que Nantes fait un début de saison au-delà de leur espérance, que le président est très ambitieux et que quand on s'appelle Valdemar Kita, quand on est 6e, on pense qu'on peut être 3e. Quand on est 5e, on pense qu'on peut être 2e. Et quand on est 4e, on pense qu'on peut peut-être être champion. Donc, ça dure là quand même. Donc là, il s'est déjà, on a bien vu, Libombé déjà qui était prêté, acheté 8,5 millions, prêté au Standard de Liège, est rentré. Surtout qu'il a eu 1h30 de temps de jeu, donc ça va être un véritable renfort pour le FC Nantes. Et puis il est en train de chercher tout azimut, des attaquants, un milieu, voire 2 et tout. Donc j'attends absolument le mercato. Pas de coach du FC. Non, là on est bien là. C'est très bien le coach. Il a pris Bernardo, il parle pas, il est tranquille. T'as bien vu, il parle pas, tu n'entends pas. Il gagne des matchs, c'est bien. Il gagne des matchs, la preuve. Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je pense qu'il peut en prendre 4 ou 5. Donc des joueurs. Des joueurs. Ah oui. Et prendre 4-5 joueurs au mois de janvier, c'est quand même, quand ça marche. Après, il y a la Coupe d'Europe, ils sont en Ligue des Champions, donc c'est normal. Ils veulent gonfler le. Après, je veux voir l'équilibre du vestiaire, après, surtout. D'accord, très bien. Parce que lui, Giroud, ça lui fait pas peur. Hein. S'il peut avoir Giroud, il le fait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si Giroud, il dit oui à Nantes, croyez-moi que Valdemar Kita, il met l'argent sur la table. Et Gilles, il avait tenté Lucas. Mais il a tenté Ben Arfa, le Brésil qui était parti à Tottenham. Mais rien n'arrête. Ça serait énorme. On n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. Non, mais attends, non, c'est pas douté. On oublie quand même que le mec, il a eu Ranieri comme entraîneur. Hein. Après Leicester. C'est vrai. Non, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas quand même occulter ça. On est capable de tout chez les Canaries. Oui, bien sûr. Dites-vous une chose. Surtout du pire, mais parfois du meilleur. Mais s'il a Giroud, c'est une bonne chose. S'il peut avoir Giroud, il aura Giroud. Voilà. Alors ça, cette phrase-là, il ira pas, mais il va peut-être te tenter. Non, mais ça peut arriver. On a encore plus envie de le suivre. Ça m'intéresse. Ouverture du mercato. Je dis pas ça ironiquement. Ça m'intéresse de savoir ce que va faire le FC Nantes. Il nous reste une petite minute. Ça intéresse personne de savoir ce qui va se passer à Marseille? Rien. Pas grand-chose. Est-ce qu'il y a de l'argent? On change rien. Il n'y a pas de sous. Il faut vraiment être vicieux. Le pire qui puisse, ce qui peut se passer à Marseille, si c'est des choses importantes, c'est des départs, parce qu'ils vont pas mettre 20 millions d'euros sur un joueur, ils vont pas. Et donc, alors après, oui, je suis pas très excité de savoir si Jordan Mavi aura une doublure ou non, quoi. Si le prendre à la gauche, ils le prennent. Mais c'est ça. Si Thauvin revient, c'est leur première recrue. C'est leur recrue. Ouais.
Oui, tu sais très bien qu'entre le moment où il va revenir et le moment où il va être bon, moi je l'adore Thomas, mais ça sera le mercato d'été. Non mais une saison. Mais ça peut être la recrue, effectivement. Ça peut être la recrue de la deuxième partie. Une saison où ils se sont fait dégager de la Coupe de la Ligue. Ce groupe-là qui s'est trouvé, qui a été tout à l'heure on parlait de la capacité de Zidane à avoir régénéré des âmes, des corps, etc. au Real. Je trouve que Villas-Boas a ressuscité. Exactement, ouais, c'est ça. Y compris à Mavi. Y compris à Mavi, qui était au fond du seau. Bon, eh bien on reviendra sur ce thème marseillais. Je sens que ça vous intéresse. Bon, dans une prochaine émission, on aurait pu dire Monaco. On parlera de l'OM. Oui, mais on n'a plus le temps parce que maintenant on va jouer pour voir qui va être bon ou pas. Je veux voir le regard de Dave Apadou. Le jeu, les 10+. Ah, surprise, après le jingle. Les 10+, les 10 derniers, les 10. On est dans une émission mercato, on n'est pas dans une émission mercato. Alors, les 10 plus gros transferts de l'été en Ligue 1, je parle des arrivées, je parle des achats. Des achats. L'été dernier, vous étiez tous là, vous avez tous fait l'émission avec moi. Des achats. Quels étaient les 10 plus gros achats de Ligue 1? Les 10 plus gros transferts. Vous allez m'en trouver 2, 3, 4 facilement. On met pas les prêts. Les arrivées, on appelle vrai. Puis après, ce sera plus dur. On va commencer par Gilles, allez. Les 10 plus gros. Les 10 plus gros, là. Il voulait pas commencer. Ouais, je voulais. Non mais Gilles, tu rigoles ou quoi? Quoi? Là, il gagne du temps. Là, il est en train de vous endormir, en revanche. Ouais. Là, il fait Rudy Garcia. Anderson, est-ce qu'il est dans les 10? Oui, 6e. 24 millions d'euros. On rappelle le défenseur danois arrivé de la Sampdoria à Lyon. Et pendant ce temps, tout le monde a le temps de réfléchir. Pierre Maturana. Abdou Diallo. Abdou Diallo, 2e position. 32 millions d'euros pour le défenseur de Dortmund vers le PSG. Dave Apadou? Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, c'est notre premier 40 millions d'euros transféré de Séville à Monaco. Bertrand. Thiago Mendes. Oh, il était dur celui-là. 7e position. Je savais pas lequel des deux j'allais dire. Bon, 22 millions d'euros de Lille vers Lyon pour le milieu brésilien. Rongier. Rongier, est-ce qu'il est dans les 10? Je crois pas. Aïe, 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 aïe. Non, pas dans les 10. Tant pis. C'est une défaite. Pierre Maturana. Adélaïde. Adélaïde, je crois qu'il y est. C'était le vôtre? Oui, 5e position. 25 millions d'euros d'Angers vers Lyon. Dave Apadou? Renato Sanchez. Renato Sanchez, évidemment, le portugais. Combien il coûte celui-là? 20. Je l'ai plus. C'est le dernier. 20 millions, c'est le dernier, c'est pour ça. 20 millions d'euros. Renato Sanchez. Du Bayern vers Lille. Bertrand. Maripane. Ah non, j'ai pas ça. Ah bon? Ah non, non. J'aime bien. Ah bon? Il négocie. C'est une élimination pour Bertrand Latour. Il avait tout misé sur Jeffrey Adélaïde et il est dégoûté. Ah bon, j'étais Il reste Pierre et Dave, si je ne m'abuse. Pierre Maturana. Ouais, je suis là. Il nous en reste combien? 1, 2, 3, 4. Il en reste 4 à trouver. Non mais attends, qui a acheté Bah quand même. Qui a acheté Bah je sais pas, un truc dont on a beaucoup parlé. Navas, il a été payé ou pas? Navas? Non. Mais non. Pas du tout. Mais non. C'est votre dernier mot. C'est une élimination. Dave, si vous avez un nom, vous avez gagné. Ça ferait 2 victoires en une seule émission. Non mais Dave, c'est le... Faites-moi le regard. Hein, vous en souvenez. Faites-moi le regard de qui gagne. Au-dessus de 20? Ça va bien, non? Après, je peux pas vous laisser 10 minutes non plus. Hein, donc 10. Non, vraiment, je vois pas. Vous avez pas? Non. Bon, PSG. Sarabia, il est pas dedans. Non? Mais Icardi, il est en prêt. Un autre du PSG. Icardi, c'est un prêt. Hein. Ah, Gay, Mais Gay, merci. Bon, victoire de Dave Apadou, mais alors vraiment le regard. Non, c'est pas une... Non, mais si. Cette émission est truquée. Et Maripane, c'est 18 millions. Bon, alors trouvez-moi les 3 derniers, s'il vous plaît. On a une minute. Alors. On en a un qui est arrivé à Monaco, l'autre à Rennes, l'autre à Nice. Voilà, je vous donne les 3 Rennes, Rafinha, 21 millions d'euros du Sporting Portugal vers Rennes. Dolberg, oui, de l'Ajax vers Nice. Et à Monaco? Et à Monaco. Alors c'est un piège. C'est peut-être un piège. C'est pas le gardien, c'est pas... Non, c'est une arrivée. C'est Aguilar. Mais peut-être qu'il jouait déjà là l'année dernière. Ah, c'est ça, ouais. Ah oui, Jenson. Mais oui, qui avait été prêté, qui jouait Je déjà savais l'année qu'elle dernière. était truquée cette Estimé 30 millions d'euros. Gelson Martins. Bah voilà, pour que Dave gagne. Alors on donne la victoire à qui en régie? Donnez-lui à Dave. Les victoires collectives, c'est Noël. Allez, je partage. C'est l'esprit de Noël. Merci à tous les copains d'avoir été avec nous. Vous revenez, j'espère, demain à 19h30 pour une nouvelle émission. Une nouvelle équipe Mercato, le bilan. Je sens qu'on va parler peut-être un peu de Marseille, on verra. Ou après-demain, on verra. De toute façon, on est là tous les jours pendant les périodes de Noël. Et je vous rappelle, l'ouverture officielle du Mercato, ce sera le 1er janvier. Et on sera là dès le 2 janvier, dès le lendemain, en direct pour vous donner tous les potins du foot. Passez une très belle soirée sur la chaîne Équipe. Ciao.